Salut YouTube, ici c'est Serge Kilimbe du www.jctune.com. Ça fait très longtemps que je ne suis pas intervenu sur les chaînes du JCTune et ma chaîne personnelle. Donc là, vu que c'est l'année nouvelle, premièrement, bonne année. C'est la première session publique que je fais pour la communauté YouTube. Donc là, un grand merci à vous de toujours être abonné, de participer à la chaîne, même si moi je ne suis pas actif du tout. Si vous voulez me retrouver, il faudra venir au sein du www.jctune.com. C'est là où j'interviens au quotidien, aux côtés des insiders, et c'est là que je publie tout mon Intel et les services, solutions, etc. Comme vous l'avez vu, l'intitulé de la vidéo et le titre est super accrocheur, percutant, etc. Comment passer de 0 à 1 million d'euros en 2024. 1 million tout court. Le titre, bien évidemment, c'est percutant. On parle de gros chiffres, on se dit, bah tiens, mais qu'est-ce qu'il nous réserve, etc. Là, si j'interviens, c'est pour quelque chose de super important. On va faire une session masterclass, analyse, recherche et un peu d'historique. Donc là, historique JCTune de 2014 à 2024. Ça fait déjà pas mal de temps que je fais du consulting et opérer dans les marchés financiers et tout ce qui va avec. Mais ici, ce n'est pas le plus important. L'historique sur lequel j'aimerais revenir, c'est ce qui s'est passé en 2019, exactement en mai-juin 2019. C'est là où j'ai lancé le service VAM, V-A-A-M, Virtual Autonomous Asset Management. Super intéressant et super important. Pourquoi? Déjà pour moi, c'était un point pivot. Pourquoi? Parce que après cela, vu les méga performances, il s'est passé pas mal de choses et ça a tout changé. Donc il y a eu un avant et un après. Et maintenant, on va revivre la même chose. Donc là, j'avais parlé d'un événement spécial. Donc c'était, j'anticipais une récession. Et maintenant, en 2024, nous sommes sur le point de revivre quelque chose de similaire qui a failli arriver en 2023. Mars 2023 pour être exact. Vous avez bien compris que c'était la crise bancaire qui a impacté le secteur financier. Et on se disait, bah tiens, est-ce que cela va impacter le reste des secteurs de l'économie et l'économie globale? Il y a une intervention in extremis, si je peux dire ça comme ça, des banquiers centraux et ils ont sauvé la mise. Maintenant, ce n'est que partie remise. Pourquoi? Parce que nous avons encore d'autres indicateurs leaders qui nous indiquent beaucoup de faiblesse au niveau de l'économie. Donc là, une contraction économique qui pourrait déboucher sur une récession économique. Et bien, c'est dans ce, dans ce genre d'environnement que de grosses fortunes sont faites, ou du moins qu'on peut améliorer sa situation financière. Malheureusement, beaucoup vont perdre. Ça, c'est la réalité, c'est comme ça. Mais lorsqu'on est préparé, donc le mot-clé ici, c'est être préparé, savoir comment anticiper cela, on peut faire des gros coups. Et moi, ça a été le cas pour moi. Et ici, voilà, je reviens encore une fois pour partager ce genre d'éléments et on va se rafraîchir un peu la mémoire et les idées et on va revenir, on va dire, dans mon cerveau, comment j'ai brainstormé durant cette période. Bien, ici, ça va pas être très long, mais je vais rappeler quelques points, donc faire pas mal de piqûres de rappel. Pour les insiders du jctune.com, eux, ils sauront exactement de quoi je parle. Et pour ceux qui, ce serait la première fois, qui seraient exposés à ce genre d'éléments, si vous êtes curieux, si ça vous accroche, revenez nous rejoindre, venez nous rejoindre. Ok, donc la question clé à laquelle on va répondre, c'est comment faire pour passer de 0 à 1 million d'euros en 2024. Peu importe les chiffres, ça peut être des chiffres pas aussi extravagants, mais en gros, quelque chose de quand même assez alléchant et de très satisfaisant. Et bien, il y a moyen de le faire, il est probable, il y a de fortes probabilités qu'on puisse le faire, mais vous allez voir quels sont les éléments dont on a besoin. Poursuivons notre présentation, bien du moins commençons là. Posons-nous une question. Est-ce qu'on doit demander à ChatGPT comment faire pour passer de 0 à 1 million? Est-ce qu'on doit tout miser sur le BTC, surtout maintenant avec les ETF et tout ça, il y avait beaucoup d'engouement, ça générait beaucoup de FOMO, donc Fear of Missing Out. Et on se dit, tiens, maintenant, quel est l'avenir du Bitcoin et des digital assets? Est-ce que c'est vraiment le digital gold? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'argent qui va être injecté dedans? Est-ce que le prix va monter, etc. On a fait beaucoup de travaux à ce sujet au sein du jctune.com, donc encore une fois, venez nous rejoindre et vous allez voir exactement comment nous voyons cela et comment nous nous exposons à cela, comment nous capitalisons sur cela. D'un autre côté, doit-on investir et faire confiance à Elon Musk pour qu'il nous envoie to the moon avec SpaceX, mais déjà sur Terre avec Tesla? Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec cela? Est-ce que son action va être l'action qui va exploser? Est-ce que ça va être la plus grande compagnie du monde, donc là surpasser Microsoft et Apple en termes de capitalisation boursière? Et si j'investis dans Tesla aujourd'hui en 2024, est-ce que je serai multimilliardaire en 2030 comme lui? Bonne question.
ou est-ce que je dois tenter de trouver ou acheter le ticket de loterie gagnant et bah, j'ai généré mon million, donc là vous voyez méga million, donc là bon c'était à New York, mais bon voilà, la loterie c'est global, donc faire un coup pareil, gagner, prendre ma retraite, aller sur une île et voilà. Ou d'un autre côté, est-ce que je dois prendre un billet d'avion, aller au casino à Monaco, aller à Las Vegas ou aller à Macao et voilà, tout miser au blackjack ou je ne sais quoi, ou jouer au poker et faire une fortune. Mais on voit que tout ça, c'est bien, c'est alléchant, ce serait un parfait scénario pour un film hollywoodien, mais la réalité est tout autre. Moi, ici, j'ai choisi une autre route, et la route, c'est la suivante. Ça, c'est la solution que moi, j'applique, que j'ai appliquée et que je continuerai à appliquer, et c'est celle que je vous propose, c'est de capitaliser sur les récessions, les récupérations économiques et les expansions économiques. Mais l'élément clé, c'est récession. Voilà pourquoi est-ce que je vous ai ramené, du moins j'ai cité, qu'on allait faire un rappel historique de cette période entre mai 2019 et juin 2019. Un peu avant, j'étais en train de me dire, tiens, comment est-ce que je pourrais rajouter de la valeur à ma communauté YouTube, déjà ceux qui me font confiance et qui me suivent, et déjà pour moi-même, ah bah tiens, il y a ce projet que j'ai qui s'appelait VAM, mais j'aimerais proposer cela comme un service, et bien à moins que ce soit abordable pour tout le monde. Les rapports ont été lancés à 54 €. Et on avait un rapport par trimestre. Donc moi, j'avais déjà investi dans pas mal de compagnies qui composaient l'infrastructure blockchain, vu que c'était le gros thème à l'époque, hein, c'était la blockchain, Bitcoin, l'avenir de l'infrastructure financière. Et on avait quoi encore? On avait l'Internet des objets, il y avait tout le côté cashless société, vous voyez qu'on parlait beaucoup des stablecoins de banque centrale et pas mal d'éléments comme ça. Je me dis, ok, moi, comment est-ce que je pourrais capitaliser dessus? Donc là, être exposé à quelque chose qui n'est pas encore saturé, mais où il y a une où il y a un méga potentiel de croissance. Donc la symétrie parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Très peu de risques, du moins accepter pas mal de risques, mais pour des méga gains. Et là, c'est un élément clé. Maintenant, la récession, ça a aidé. La récession, pour beaucoup, c'est un événement qui est malheureux. Évidemment, les économies sont fort touchées, etc. Mais d'un autre côté, ayant étudié l'historique des marchés financiers, des bourses et des cycles économiques, etc., je dis bien étudié et je l'ai fait, je me suis rendu compte que de grosses fortunes sont faites. Et là, ben, je vais le prouver. Pourquoi? Parce que j'ai anticipé tout cela, j'ai documenté cela et j'ai publié quelque chose en juin 2019 qui anticipait ces éléments-là et j'avais dit clairement comment moi j'allais capitaliser dessus. Et là, j'ai demandé, enfin même pas demandé, j'ai proposé cela et ceux qui nous ont accompagnés ont vu comment j'ai tout documenté avec rapport de recherche, analyse, stratégie, plan d'intervention et tout ça. Donc c'est un point qui est super important. Maintenant que je reviens et je fais une mini présentation, afin de ne pas être radin et de partager aussi de l'intel ici pour la communauté YouTube et tous ceux qui tomberont sur la vidéo, ben, il se peut, j'ai bien dit il se peut, il est fort probable que nous soyons sur le point de revivre la même chose, c'est-à-dire une récession. Et vous voyez que le mot-clé, c'est capitaliser sur les récessions. Donc si récession il y a, on l'a évité en 2023, comme je l'ai expliqué, in extremis avec l'intervention des banquiers centraux, ben maintenant il y aura des grosses opportunités. Et ça, c'est un point qui est super important. Donc, on va voir comment on va se préparer pour cela. Donc, la solution que l'on a, c'est de demander à ChatGPT, miser tout sur le BTC, donc être all-in sur le BTC. Je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais. Chacun fait ce qu'il a à faire. Ce n'est pas une recommandation d'investissement, mais en gros, c'est prendre trop de risques et être uniquement exposé à un actif, ou Tesla, ou un billet de loterie, ou aller à Las Vegas. Moi, ce n'est pas ça que je fais. Moi, je veux capitaliser sur des récessions. Je l'ai fait durant cette période. Après avoir étudié les récessions de 2008-2009, les années 90, explosion, c'était entre 2000 et 2001, et étudié d'autres récessions auparavant, je me suis rendu compte qu'il y avait un patron. Donc, il y a quelque chose qui est cyclique. Maintenant, si moi, je peux y associer, enfin, du moins, moi, mettre sur pied un processus systématique, bah, clairement, je peux faire banco. Et là, bah, je me suis aidé de pas mal de mentors, de personnes que je connais qui ont capitalisé sur ces points. Et je me dis, ok, il y a quelque chose à faire. Donc la solution, du moins la mienne, et celle que je vous propose, est de capitaliser sur les récessions. Après les récessions viennent les récupérations économiques. Après les récupérations économiques viennent les expansions économiques et on répète le cycle. Donc c'est une boucle. Donc là, rappelez-vous, l'économie fait comme cela. Donc on a la phase d'expansion, on atteint le pic économique, vient la contraction économique. Maintenant, nous sommes en phase de contraction économique, mais il y a des segments de l'économie qui nous maintiennent en lévitation, notamment les services, mais tout ce qui est manufacturier, industrie, usine, tout ça, c'est déjà en territoire de contraction. Donc, il y a pas mal d'indicateurs. On va y revenir dans quelques instants. Donc, je répète, expansion économique, pic économique, contraction économique, récession économique, récupération économique, expansion économique, et on répète cela. La clé que nous ne savons pas, c'est le temps que ça dure. Donc là, de récupération, expansion, pic, contraction, récession, etc. On ne sait pas combien de temps ça dure, mais on a un indicateur clé. Et là, on va y revenir dans quelques instants.
Oui, donc ça c'est un point qui est super important. Et si vous remarquez bien, bah ça ressemble à un graphique boursier. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de corrélations. Certaines sont positives, d'autres sont négatives, mais c'est à nous à identifier cela. Donc c'est un point qui est super important. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que nous avançons, vous voyez que ça c'est pas du hasard, c'est pas de la chance. C'est quelque chose qui est calculé, et bien qui est pertinemment analysé et on peut capitaliser dessus. Okay, donc ça c'est la solution. Mais bien n'oubliez pas, comme je le dis bien, ça va demander des efforts de votre part. Donc, solution, capitaliser sur les récessions, récupération économique et expansion. Pour cela, il nous faudra 4 éléments. Donc 4 éléments principaux. Numéro 1, il nous faut un processus, un système, c'est-à-dire un processus systématique, tout court. Mais quel type de processus systématique? Un processus systématique de génération d'idées et de sélection d'opportunités aux fortes probabilités de rendement, c'est-à-dire de croissance. Ça, c'est un point clé. Et donc, vous voyez qu'il faudra analyser tout cela, détecter cela, filtrer cela, mettre la main dessus, et ensuite, ben voilà, regarder clairement ce qui se passe, qui est un élément qui se met en évidence, et on va dire, ok, je sélectionne, c'est l'actif numéro 1, et on va avoir, comme j'aime bien le dire, c'est, enfin, comme je l'explique au quotidien aux insiders, c'est-à-dire avoir une équipe. Vous voyez que humainement, le coach du Real Madrid, donc là, on va prendre Carlo Ancelotti, peut gérer le 11 qu'il a sur le terrain. Et donc, pensez que vous êtes le coach, vous êtes le manager et vous gérez votre 11. Votre 11, c'est quoi? Eh bien, ce sont les 11 actifs que vous avez dans votre portefeuille. Et donc là, c'est exactement la même chose. Vous voyez qu'il y a tout un processus de sélection. Donc, faisons l'analogie avec le football. Mercato d'hiver, mercato d'été, on va choisir les joueurs, on va composer notre équipe. Donc, il y a des attaquants, des milieux de terrain, des défenseurs et un gardien et des remplaçants. Bah maintenant, remplacez les joueurs sur le terrain par votre portefeuille, des attaquants, donc ceux qui sont là pour marquer des buts, des milieux de terrain et des défenseurs. Et un gardien, et la watchlist, ce serait les réservistes. Pourquoi? Au cas où il y a un blessé ou un joueur qui ne performe pas, eh ben, je le change contre un autre. J'ai un actif dans mon portefeuille qui ne performe pas, je l'échange contre un autre. Et je suis ses statistiques, comment il évolue match après match, dans la Liga, Supercopa, enfin Copa d'Espagne, Champions League, etc., etc. Vous voyez que cette analogie, elle est très simple à comprendre pour beaucoup de personnes. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, ça, c'est un processus de sélection, donc génération d'idées, sélection d'opportunités, c'est-à-dire des actifs aux fortes probabilités de rendement. Donc, clairement, des méga retours explosifs. Maintenant, ayez en tête le cycle économique. Donc, récession, récupération, expansion. Et là, il y a certaines corrélations que nous voulons voir. Et bien, c'est anticiper, comment dirais-je, les rendements de ces compagnies en fonction d'où nous nous trouvons dans le cycle. Je sais que là, j'avance déjà dans quelques éléments qui vous ont l'air scientifiques, mais c'est ça. On n'a pas dit que ça allait être simple. Il y a beaucoup de travaux à faire. Et vous voyez que moi, j'ai peaufiné et j'ai optimisé et j'actualise constamment ce système, ce processus systématique. OK. Deuxième point qu'il nous faudra, c'est prendre des risques calculés. Donc, il y a des entités où il n'y a pas de risque. Donc, en gros, si je dois parler en termes marché, ce serait volatilité. Il n'y aura pas beaucoup de mouvements. Donc, il faut accepter une certaine volatilité. Et qui dit volatilité, dit des mouvements. Volatilité, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Tout simplement, ça veut dire ça. Un actif qui n'est pas volatile va faire ça. Un actif qui est volatile va faire ça. Et vous voyez que c'est pour ça qu'on aimait Bitcoin dans ses débuts, qu'on aimait les altcoins, parce que c'était très volatile. Et les éléments qui sont volatiles, c'est là où nous retrouvons de la symétrie. Lorsqu'on arrive à calculer les risques, avoir un bon point d'entrée où il y a très peu de risques. Donc, un exemple, je rentre à 10, ça peut tomber à 0, donc là, je perds 100% de ce que j'ai. Mais de 10, ça peut passer à 1000, ça peut passer à 10 000, ça peut passer à 1 million. Vous voyez qu'on spécule beaucoup quant au potentiel du BTC. Et c'est là le côté asymétrique. Mais vous voyez que j'accepte la volatilité. Qui dit volatilité dit risque, mais qui dit risque dit opportunité. La clé, c'est quoi? On n'est pas dans le gambling ici. Nous sommes des scientifiques. Nous le faisons de manière, on va dire, calculée. OK? Donc, la chose est quoi? C'est que je prends des risques calculés. Et cela, clairement, en attrapant la vague au bon moment, donc la vague de récupération économique et d'expansion économique, je peux faire banco. Ça, c'est un point qui est super important. Troisième point, c'est la gestion d'un portefeuille. N'oubliez pas mon image, une équipe de foot. J'ai un 10, j'ai un 11. Donc, ce n'est pas parce que j'ai des ressources, donc j'ai du capital, j'ai ouvert un compte auprès d'un exchange crypto ou d'un broker que ça y est, je peux tout acheter. Ça, c'est du désordre, c'est Capharnaüm. Nous, on ne fait pas ça. Rappelez-vous, nous sommes organisés ici. Et c'est un élément clé. Donc, la gestion de portefeuille, il vous faudra acquérir des notions de gestion de portefeuille pour faire les choses bien et avoir le risque sous contrôle. Et bien, que la thématique, la thèse d'investissement tienne la route et on voit comment elle va évoluer au fur et à mesure que nous évoluons dans le cycle économique. Ça, c'est un point qui est très important. Et vous voyez maintenant, vous pouvez faire des va-et-vient. À tout moment, vous pouvez faire un changement. Donc, à la 90e minute, ça peut être, je sais pas, 12 mois après, ou 13 mois, ou 15 mois après, dire cette entité ne cartonne pas, je vais la remplacer par une autre qui a un bien meilleur potentiel.
ou l'autre n'a pas délivré ce que j'attendais d'elle. Donc elle n'a pas marqué de but, ça n'a pas été un bon défenseur. Ce gardien était une véritable passoire, je le remplace par un autre. Ben maintenant, faites l'analogie avec un actif que vous avez dans votre portefeuille. Vous voyez que là, lorsque j'explique les choses comme ça, c'est très simple. Donc, vous voyez pas, notre mini masterclass va être quelque chose de très simple, de très agréable et de facile à digérer pour tous. Quatrième et dernier point. Donc, d'abord, revenons sur le troisième point, excusez-moi. Gestion de portefeuille avec horizon de temps optimal. Très, très, très important. N'oubliez pas, nous voulons capitaliser sur des récessions. Nous ne savons pas quand elles arrivent. Nous avons des indicateurs que nous tentons bien évidemment de décrypter les messages, ce qu'ils nous indiquent, et nous bien évidemment prendre position en conséquence, ou du moins gérer nos positions, notre exposition, l'allocation des capitaux, etc. Et donc lorsqu'on voit ça, on se dit, bah, tiens, combien de temps ça va durer? La récession dure combien de temps? Vous voyez que maintenant, nous pouvons tricher, entre guillemets. Nous pouvons retourner dans le passé et analyser les éléments, dire oui, la récession a commencé à telle période et c'est fini à telle période. Donc, si j'aurais acheté là, ça aurait été cool, etc. Voilà, nous, on ne fait pas ça. Moi, ici, je reviens, enfin, on va revenir dans quelques instants sur l'historique d'opérations que j'ai effectuées réellement. Ouais. Et au fur et à mesure que cela avançait, ben voilà, on a vu comment j'ai actualisé mon portefeuille. Et tout ça, nous l'avons documenté. C'est un point, enfin, du moins, je l'ai documenté. Et ceux qui veulent voir cela, jctum.com. Donc là, on a vu qu'il nous faut une gestion, en fait, de la gestion de portefeuille avec horizon de temps optimal. Optimal, pourquoi? Pour capitaliser sur tout cela. Donc récession, récupération, expansion. Donc n'oubliez pas, comme je l'ai expliqué, on n'investit pas comme ça au hasard. Donc je ne vais pas acheter ici et voir ce qui va se passer. Acheter Dogecoin ici et attendre de voir ce qui va se passer et revenir en 2050. Non, c'est fini cela. Ça, c'est un point qui est ultra important. Et quatrième et dernier point, il faut être ultra focus et DOD. Que veut dire DOD? Premier D, c'est discipliné, donc il faut de la discipline. O, d'organisation, il vous faudra être organisé. Et D, de déterminé. Donc déterminé à demeurer organisé et demeurer discipliné. Et tout ça, un mot tout simple, c'est focus. Donc lorsque je dis ça au quotidien, les insiders de jctum.com savent exactement de quoi je parle. Et lorsqu'on dit focus aussi, c'est faire le suivi au quotidien. Au quotidien, nous produisons des rapports qui s'appellent ProMarkets et nous suivons tout cela. Donc les différentes idées que nous avons mises en avant, les différentes thèses, les différents thèmes que nous avons, nous les suivons au quotidien. Et bien moi, nous suivons l'activité économique afin de savoir où nous nous situons dans le cycle économique. Est-on en pic économique? Est-on en contraction économique? Est-on en récession économique? Phase avancée, phase aggravée. Vous entendez souvent parler de soft landing ou de hard landing. Ceux qui suivent les marchés à travers Bloomberg, CNBC ou autres, clairement vous allez voir, enfin, je pense que vous êtes familier avec ces termes. Et d'un autre côté, comme je disais, on en est où au niveau du cycle économique? Vous voyez que c'est super, super important. Pourquoi? En fonction de cela, on sera plus agressif ou on va être sur la défensive. Ça, c'est un point qui est super, super important. Donc, agressif, donc sur l'offensif, ou sur l'offensive, enfin, lancer une offensive, donc c'est être acheteur agressif, ou d'un autre côté, être sur la défensive. C'est un point qui est super important. Vous voyez qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. Un exemple clé de ce genre d'erreur, il y a un méga pump, beaucoup de FOMO, fin décembre 2017, début janvier 2018, BTC qui flirte avec les 20 000 $, tout le monde est acheteur là. Pourquoi? Tout le monde a avalé les salades qui étaient racontées. Je dirais pas tout le monde, pas moi. Mais la majorité d'opérateurs non sophistiqués ont avalé toutes ces salades. Même chose lorsqu'il a flirté avec les 60 000, même chose avec les 70 000. Et récemment, on a approuvé les ETF. Que se passe-t-il? Pourquoi ils ne décollent pas? Vous voyez, donc là, on est uniquement focalisé sur l'actif et bien voilà, on est sensible et émotionnellement attaché à l'actif et tout ce qui se passe. Mais on oublie ce qui se passe au niveau micro et on oublie ce qui se passe à un niveau bien plus haut, au niveau macro. Et bien si on ignore tout cela, on ne sait pas, on en est au niveau, au niveau du cycle économique. Et les actifs, tout actif réagit au cycle économique, aux données macroéconomiques, etc. Et vous voyez qu'il y a différentes subcatégories de données macroéconomiques. Indicateur leader, indicateur coïncident, indicateur à la traîne. Donc vous voyez que lorsqu'on est ultra focus et DOD, nous devons savoir tout cela, savoir quelles sont, l'information que nous renvoient ces indicateurs et qu'est-ce que ça veut dire pour notre portefeuille, notre idée et notre processus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc vous voyez que pour passer de 0 à 1 million, il vous faudra faire beaucoup de choses. Surtout ici, vu que notre solution à nous, c'est de capitaliser sur une récession, clairement, il nous faudra être au taquet à ce niveau-là. D'où le quatrième point, c'est un point qui est crucial, c'est le point le plus important. Pourquoi? On doit être honnête, on doit être intellectuellement honnête et se dire, tiens, mon idée, elle ne vaut rien, je dois la remplacer par une autre. D'où maintenant, vous comprenez l'équipe de foot, les 11 sur le terrain et mes réservistes. Eh bien, moi, continuer toujours à faire le scout, donc sur le marché,
et regarder quelles sont les promesses. Donc, il y a un joueur qui pourrait venir et renforcer mon équipe. Et dans ce cas-ci, un actif qui pourrait venir remplacer mon portefeuille, faire un échange. Okay, donc tout ça, c'est super, super important. Vous voyez que j'ai utilisé pas mal d'analogies afin que ceux qui ne sont pas, on va dire, initiés du tout, puissent comprendre exactement de quoi je parle. Okay. Poursuivons. Maintenant, on va passer en revue une historique. Comme je vous l'ai dit, là, c'est déjà quelque chose que j'ai fait moi personnellement et j'ai offert cela comme en guise de service. Et maintenant, je peux revenir sur ces performances. Donc, j'ai des performances, moi personnellement, je me suis investi. Donc, j'ai été exposé à cela, à ce que je vous dis, donc capitalisé sur une récession. Et d'un autre côté, vu que j'ai publié des rapports et pas mal d'analyses, j'ai documenté tout cela. Et j'ai tout le suivi. Donc maintenant, ça me donne un track record. Et un track record de recherche et un track record de performance. Maintenant, si vous me connaissez, moi, en tant que consultant, vous savez exactement ce que je fais. Voilà, j'ai pas mal d'amis dans l'industrie, donc des professionnels de hedge funds, asset managers, d'autres en banque d'investissement. Lorsque je leur parle, je peux présenter cela. Ils disent « Oh, waouh !» Et là, voilà, donc là, les services que nous offrons, voilà, nous avons quelque chose à offrir, on a quelque chose sous la dent, on a, comment dirais-je, on a quelques galons, et maintenant, voilà, nous pouvons présenter cela sous forme de service. Donc, aider à la recherche, aider aux analyses, à la calibration de portefeuille, backtest du portefeuille, optimisation de portefeuille, et tous les termes exotiques et scientifiques, nous les dominons et nous pouvons mettre sur pied quelque chose pour servir nos clients. Ça, c'est un point qui est super, super important. Donc, voilà ici la plus-value, donc la valeur ajoutée qu'apportent les services et qu'offrent les services du JCTube. Donc là, on va revenir mai-juin 2019, avant la récession, et là, on reviendra sur les performances d'un portefeuille du VAM, vu que j'en ai géré 4 exactement. Et là, ici, voilà, j'ai remis un peu, j'ai réorganisé un peu les éléments, afin que cela puisse, comment dirais-je, être commenter dans une petite vidéo comme celle que l'on fait ici, qui fera peut-être 30 ou 45 minutes. Donc là, c'est une mini masterclass, on peut dire ça comme ça. Et donc la clé pour pouvoir faire tout cela, vous avez vu qu'on a usé de tous ces éléments. Donc là, capitaliser sur la récession, processus systématique, pas mal de recherche, analyse, prendre des risques calculés. Donc là, identifier les différents niveaux de risque et les risques de chacune de ces entités, récupérer le tout au sein d'un portefeuille et gérer le portefeuille et être au taquet au quotidien. Et bien, on va faire les changements, là, il fallait faire des changements. Donc, acheter, vendre, etc. Donc, grâce à cela, maintenant, nous avons une recherche. On a pu stresser notre processus en environnement réel, donc durant une récession, anticiper la récession, se prendre la récession de plein fouet, être dans la récession, voir comment on sort de récession, rentrer en récupération économique, en expansion économique et sortir avec nos bénéfices. Maintenant, voilà, on peut présenter tout cela. Donc, on a pas mal d'éléments. Et vu que tout ça a été documenté, cela sert d'éducation. Donc c'est un point qui est super important. Rappelez-vous, ça c'est ce côté étude historique. Maintenant on sait comment on fait. Maintenant, qu'est-ce que ça me permet de faire? Au lieu d'avoir des résolutions pour l'année 2024, moi j'ai une actualisation de mon système et j'ai fait une optimisation de mon système. Résolution, je les prends, je les jette à la poubelle. Moi, je fais des actualisations annuelles et des optimisations. Là, je les fais tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Donc ça, c'est un élément qui est ultra important aussi. Donc, un track record de recherche, donc rapport d'analyse et de génération d'idées et de sélection d'opportunités. Donc, on verra ce qu'on a généré comme idée commence à performer durant cette période de récession et post-récession. Donc, contraction, récession, récupération économique, expansion économique, pic économique. Et performance, clairement, comment on a pu passer de X à 1 million, peu importe les chiffres. Ça, c'est des éléments que moi-même j'ai fait, comment moi je me suis exposé. Mais la clé pour vous, c'est quoi? Dire, tiens, comment je peux passer de A à Z, ou de 1 à 2, ou de 1 à 100. Ça, c'est un élément clé. Rappel que les performances du jctube.com ne sont pas auditées et ne représentent en aucun cas une recommandation d'investissement. Et ceci est uniquement informatif et illustratif. Et n'oubliez pas que votre capital est en risque. Donc ça ne sert à rien de se dire, tiens, je vais recopier tel truc et que mon portefeuille va fonctionner ou performer de 2024 à 2030 par exemple. Ça, c'est la plus grosse connerie que vous allez faire. Vous devez plutôt vous focaliser sur le processus. Comment est-ce que moi, je peux apprendre ce processus? Et clairement, on va calquer cela, dupliquer cela dans l'environnement contemporain des marchés financiers. Ça, c'est la chose la plus intelligente à faire. Si vous avez pris une résolution 2024, que celle-là, ce soit la première ou du moins, rajoutez-la dans votre liste. Poursuivons maintenant, regardons cela. Donc ici, j'ai mon portefeuille. Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est qu'il y a pas mal d'actifs que j'ai achetés à travers différentes bourses. Donc, un même actif acheté à Francfort, un même actif acheté à Londres, un même actif acheté à la Bourse de Canada et aux States, et il y a différentes monnaies.
Donc ici, j'ai regardé dans mon historique, je dis, bah, tiens, j'ai eu tel point d'achat, je vais prendre le pire moment, donc c'était la crise financière, donc lorsque ça avait été annoncé en 2020, donc février, mars, avril 2020, prendre cela comme point d'entrée et point de sortie, à un moment donné où les choses ont commencé à changer au niveau macro, et j'ai pris un de mes portefeuilles, donc un des 4 portefeuilles que je l'avais. Et donc là, comme vous avez vu, ça c'est la somme initiale. Ce que j'ai pu faire maintenant grâce à des backtesting, c'est prendre mon portefeuille et le stresser vis-à-vis d'autres éléments. N'oubliez pas, on a le risque en tête pour voir combien de risques est-ce que j'ai pris. Maintenant, rappelez-vous, je veux dupliquer ce processus, faire la même chose maintenant en 2024 et au-delà. Et maintenant, en fonction de l'historique que j'ai, je vois quel type de profil d'actifs, comment dirais-je, je vais devoir avoir dans mon portefeuille afin de pouvoir générer des gains similaires, voire supérieurs avec d'autres actifs. Donc rappelez-vous maintenant, il y a des éléments clés. Donc il y a des traits comment dirais-je, qui caractérisent le type d'éléments qu'il me faut avoir en portefeuille afin de générer des gros retours. N'oubliez pas, on a parlé de risque, on va dire de retour asymétrique, donc peu de risque pour des gros gains, mais bien moi, il y a pas mal d'éléments qui accompagnent cela. Et je dois accepter de la volatilité. Donc ça, c'est l'anatomie de mon portefeuille, stresser vis-à-vis d'autres portefeuilles, et un élément clé, tout simplement prendre mon portefeuille, le stresser vis-à-vis du QQQ. QQQ, c'est un fonds. Vous voyez, c'est un fonds qui réplique le Nasdaq. Donc là, avec la même somme de départ, voir ce que ça aurait donné à la fin. Donc rappelez-vous, c'est la période 2020, comme vous voyez ici, donc 1er janvier 2020, si vous voulez, à la fin 2021, avec les pics, les bas et tout ça et tout ça. Donc vous voyez en gros les performances qui ont été faites. Donc là, on va zoomer comme ça, vous le voyez bien, comparé à celle du Nasdaq. Donc voilà, on voit bien. Donc la performance cumulée par année, donc année 1 2020, année 2 2020, donc c'est en moyenne ce qui était généré par année. Mais l'élément le plus intéressant, c'est ça, Standard Deviation. Là, c'est un autre mot pour dire risque que j'ai pris, c'est la volatilité que j'ai pris. Et si vous regardez bien, pour générer ce genre de retour, vous voyez qu'il faut accepter pas mal de risques. Ça, c'est le risque du Nasdaq. Ici, c'est là qu'on va rentrer un peu plus dans la science et je vais expliquer quelques éléments clés. La volatilité, elle est implicite, donc c'est la volatilité future. Vous avez la volatilité passée, donc ce qu'on appelle la historic volatility, et la implied volatility, c'est la volatilité future. Lorsqu'on veut prendre, on va dire, du risque, il vous faut comprendre ces notions de volatilité. La clé, c'est quoi? La déviation standard, donc là, je le traduis littéralement en français, mais c'est Standard Deviation, c'est la volatilité de mon portefeuille annualisée. Donc, année 1 et année 2, voilà, on avait un risque de 20%, par exemple, si j'aurais été exposé au Nasdaq. Maintenant, moi, vous voyez que j'ai 7 fois ce risque. Maintenant, je dois comprendre quel est le risque du marché. Le risque que l'on utilise, du moins la lecture de volatilité, c'est celle du S&P 500. Et là, je pense que vous le connaissez tous, c'est ce qu'on appelle le fameux VIX. Donc, historiquement, le VIX a une volatilité moyenne un chiffre moyen de 12. Donc là, c'est son indice de volatilité annualisé. Si on veut prendre du risque, par exemple, un client qui dit, écoute, moi, j'ai pas envie de prendre de risque, je veux VIX divisé par 2. Donc, je peux lui mettre un portefeuille sur pied où, tiens, volatilité historique du VIX est de 12. Il veut 6% de volatilité, donc 6% de risque dans son portefeuille. Mais s'il doit générer des gains, si je prends 6% de risque, il me faut minimum 6% de gains. 6% de gains divisé par 6, ça fait 1. Et c'est là que vous avez les fameux, ce qu'on appelle Sharpe Ratio. Lorsqu'on opère au niveau institutionnel, on est peut-être jugé sur l'argent que l'on fait, mais surtout sur la nature de nos opérations. Et un élément qui est super important, c'est ce que vous voyez ici, déviation standard et Sharpe Ratio. Pour pouvoir intégrer un hedge fund, etc., ça, ce sont les critères sur lesquels on va vous baser. Par exemple, ce genre de portefeuille, ça ne plairait pas à tous les opérateurs. Pourquoi? Parce que c'est trop de risques. N'oubliez pas, ce profil, et je vais vous le montrer par après, lorsque je publiais cela et lorsque je présentais cela, je disais toujours que ça, ce sont des portefeuilles qui sont à super haut risque, et les risques que moi, je suis prêt à courir, c'est des risques du type venture capitaliste. Donc les fameux VC, ceux qui investissent dans des startups, etc. Et je vous montrais que la plupart des entités dans lesquelles j'ai investi, c'était des startups qui s'étaient lancées publiquement, qui n'étaient pas assez intéressantes pour les venture capitalistes. Mais lorsque vous savez où chercher, où fouiller, il y a pas mal de places boursières à travers le monde qui vous offrent de l'exposition à ces entités. Donc vous pouvez jouer aux venture capitalistes publics. Vu que la majorité des entités qui qui ont recours au financement via des capital risques, c'est dans les marchés privés. Donc ce qu'on appelle private equity et du type venture capital. Mais là, vous pouvez le faire de manière publique. Donc ces entités vont se lancer sur des petites bourses, et après vont passer à la bourse plus grande nationale, et ensuite elles vont faire un listing, par exemple à Francfort, à Londres, ou bien la crème de la crème, c'est lorsqu'on se lance à New York, au New York Stock Exchange ou au Nasdaq. Et là, bien, voilà, il y a beaucoup plus de liquidités, les marchés sont plus structurés, vous avez des dérivés, vous avez ces actifs sont intégrés dans des ETF, où ces actifs ont accès au marché d'options. Donc là, tous les participants peuvent venir et déployer pas mal de stratégies, donc des stratégies de couverture et tout ça, pas mal d'éléments. Donc moi, j'ai vraiment pris ces entités au début du début.
Là, je dis, j'ai pris la période 2020-2021, mais dans la plupart des cas, j'étais déjà exposé depuis fin 2017 et 2018. Ce qui fait que je me suis mangé du rouge pendant pas mal de temps. Mais rappelez-vous, j'avais une thèse. Évidemment, j'avais le risque sous contrôle. Je savais quel niveau de risque j'étais prêt à assumer. Donc ça, c'est super, super important. Donc n'oubliez pas, la clé pour capitaliser, passer de 0 à 1 million, bah, clairement, il vous faut accepter le risque, mais savoir ce que vous faites à tout moment. Évidemment, avoir différents portefeuilles. Donc en gros, si j'ai 4 portefeuilles, on va dire number 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4, pardon, numéro 3 et numéro 4, portefeuille numéro 4 qui est celui-ci, celui-là peut être HR, donc high risk, ou VHR, very high risk, donc très 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 risqué. Et là, je peux avoir un portefeuille C, donc c'est conservateur. Je peux avoir un portefeuille L comme light et un portefeuille volatilité moyenne. Ok, donc ça c'est un point clé. Donc maintenant, en fonction du profil du client que j'ai, si j'ai un vieux monsieur de 70 ans, lui par exemple, il faudrait un portefeuille conservateur. Donc je dis, bon, tiens, je veux la volatilité annualisée du VIX divisé par 2. Donc volatilité moyenne, on va dire entre 15 et 12. Donc lui, il veut du 5 ou 6%. Et je veux 1% de retour et des actifs qui me donnent des dividendes. Il ne va pas avoir un portefeuille sexy, il ne pourra jamais achever cela. Mais lui, rappelez-vous, c'est le risque qu'il veut. Donc là, rappelez-vous, donc là, vous comprenez quelques notions de risque, donc 6% de risque annualisé. Donc là, minimum, il faut que je lui fasse un Sharpe de 1, ce que vous voyez ici. Donc là, bah, pour avoir un Sharpe de 1, si je prends 6% de risque, il me faut 6% de retour espéré. Donc ce qu'on appelle expected returns. Là, rappelez-vous, c'est déjà de l'historique. Donc maintenant, je peux faire pas mal de calculs et de formules afin de présenter ça à différents types d'investisseurs. Donc là, il aurait un Sharpe de 1. Donc, c'est combien d'unités de risque tu prends pour achever une unité de gain. Si j'aurais un Sharpe de 2, par exemple, bah, ce serait 6% de risque et 12% de retour réalisé. 12 divisé par 6, ça me fait 2. Ça, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça, ce sont les choses dont vous avez discuté lorsque vous êtes en hedge fund et tout ça, family office. Ça, c'est ce qu'ils veulent voir. Ça, ici, ils s'en foutent. Pas qu'ils s'en foutent, mais bon, voilà. Si tu as un Sharpe de 0,1, c'est-à-dire que tu fais de l'argent. Maintenant, ça, c'est eux les capitaux qui vont vous donner vis-à-vis de cela. Mais ça, c'est un élément qui est super, super important. Donc là, si vous n'avez pas appris ce genre d'éléments, ça, c'est le premier cadeau qu'on vous offre. On vous a permis de comprendre cela. Comment on opère à un niveau qui est bien plus sophistiqué. Donc ça, c'est un élément qui est super important. Donc vous voyez ici, je peux faire l'anatomie de mon portefeuille. Et le Sharpe ratio, ça se calcule d'une manière qui est spéciale. Hein. Vous voyez que là, vous ne le voyez pas, mais j'ai 2 Sharpe ratio. Là, c'est ce que j'ai mis, comment dirais-je, en avant un peu plus loin. Il y a ça c'est un Sharpe ratio normal. En gros, c'est expected returns, entre parenthèses, moins le risk-free rate. En gros, on prend comme taux de référence le taux de la note à 10 ans ou une note à 1 mois ou 3 mois, etc. Donc, c'est le taux de rendement qu'a cette note. Et on divise cela par la déviation standard du portefeuille. Ça, c'est le Sharpe ratio que vous voyez là. Nous, ce qu'on fait pour nos portefeuilles, ce que je viens de calculer, donc 6% de retour espéré pour 6% de risque, c'est ce qu'on appelle le Sharpe ratio brut. En gros, c'est le gross Sharpe ratio. Ça, c'est ce qu'on utilise. Donc, c'est quelque chose de très simple. Pourquoi? Parce que tout le monde n'utilise pas un taux d'intérêt de référence. Okay, donc là, c'est ce qu'on appelle les excess returns. Donc, beaucoup de notions scientifiques, mais c'est super important. Ça, c'est l'anatomie d'un portefeuille. Vous voyez que ça, c'est pas du hasard. On ne fait pas d'argent par hasard. Beaucoup de personnes, comme je disais, la majorité d'opérateurs non sophistiqués, ont de l'argent, ils ont ouvert un compte auprès d'un broker, ont déposé de l'argent et ils achètent comme ça, ils achètent à vue. Oh, aujourd'hui, tu parlais de telle crypto, on a dit ça dans CNBC, Coindesk, on a dit ceci, j'ai vu une vidéo dans Crypto Twitter qui parlait de cela, j'ai vu une vidéo cool sur YouTube, ah tiens, on parlait de l'actif banque ou de Dogecoin ou de je ne sais quoi et j'achète. Vous voyez qu'il n'y a rien. Et le portefeuille est en train de fluctuer, il va dans tous les sens. Ça, c'est Capharnaüm. Okay, donc là, ben voilà, c'est pas top. Une fois qu'on comprend tout cela et qu'on a étudié les performances passées, on a une étude statistique et pas mal d'éléments, ça c'est le niveau auquel vous devez arriver. Et n'oubliez pas, d'année en année, clairement, continuer à améliorer, donc peaufiner votre stratégie, l'actualiser, l'optimiser et aiguiser vos couteaux. Et là, clairement, vous voyez que ce genre d'éléments, ce genre de retour, c'est ce qui peut être fait. Maintenant, je peux revenir en arrière et stresser cela vis-à-vis d'autres éléments, m'asseoir à une table, discuter avec des asset managers, d'autres hedge fund managers, des family office et toute autre personne fortunée. Et maintenant, voir en gros quel genre de portefeuille je peux leur offrir sur base d'études de choses que moi-même j'ai déjà réalisées. Donc, lorsque vous comparez cela, maintenant que vous avez compris, donc on a fait une mini masterclass en parlant du risque, vous comprenez un peu ce qui se passe. Donc là, si j'aurais évolué ou tout simplement investi dans les QQQ, vous voyez que c'est déjà pas mal. Hein. On flirte quand même avec les 100%, mais qu'au niveau de risque, c'est bien plus acceptable. Il n'y a pas que moi, l'élément clé, c'est quoi? Moi, je veux capitaliser sur les récessions et je suis prêt à prendre des risques. Là aussi, vous devez tenir compte de votre situation personnelle. Moi, je n'ai pas d'attache.
Donc, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Je peux prendre des risques tout le temps. Je suis déjà baqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux exploser, je ne me retrouverai pas à la rue. Et donc, je peux prendre ce genre de risque. Ok, donc là, c'est comme si je voulais monter une startup. Je peux essayer une fois, encore et encore et encore, jusqu'à ce que je crée un Tesla ou un Google. Oui, c'est la même chose, mais beaucoup ne peuvent pas se permettre de faire cela. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont ci, ils ont ça, ils ont ça. Donc clairement, bah voilà, hein, on n'a pas un capital. Même si on a le capital, on ne peut pas prendre ce genre de risque. Donc n'oubliez pas aussi votre profil, c'est super, super, super important. Vous devez tenir compte de tout cela et de vos connaissances des marchés. Pourquoi? Est-ce que vous allez venir payer un consultant comme moi ou toute autre entité qui va vous offrir une solution X, ou vous voulez faire tout le travail vous-même? Ben, il faudra combler les lacunes et les carences que vous avez. Il vous faudra beaucoup de temps pour arriver à avoir ce niveau de connaissance. Il vous faut minimum 1 an à 2 ans pour bien les comprendre. Je ne parle pas d'éléments superficiels qu'on peut regarder sur YouTube ou lire un bouquin. Ouais. Donc il faut de la véritable Intel. Et arriver à faire ce genre de choses, vous-même mettre sur pied vos propres feuilles de calcul et pas mal d'éléments comme ça. Tout doit être super bien organisé. Ok, donc ça c'est un point qui est ultra important. Poursuivons maintenant. Comme je le disais, vous voyez que maintenant, on a fait pas mal de travail. Je dis, je veux ramener à la période exactement 2019, donc avant, et on avait publié ceci. Donc ça, c'est lorsqu'on a lancé le VAM. Cette vidéo a été publiée le 15 juin 2019. Vous voyez la date ici, exactement. Et là, je parlais de quoi? Le titre de la vidéo, c'était Bitcoin, plus les entités FANG, donc toutes les entités tech, divisé par la récession, donc là c'était une petite équation, égale opportunité. Donc vous voyez que je parlais déjà de capitaliser sur une récession. Et là, avec mes analyses, j'ai anticipé une récession en 2020 et 2021. Quel a été le catalyseur? C'était la récession. Mais déjà, durant cette période, depuis 2018, l'économie globale était déjà en phase de contraction. Donc elle avait atteint un pic et ça a commencé à se dégrader petit à petit. Et clairement, ce qui a accéléré, c'était la pandémie. Et donc, vous voyez que là, on était déjà prêt à capitaliser dessus. Donc là, c'est le Serge de 2019. Évidemment, là, c'est lorsque j'ai rendu cela public. Mais en 2017-2018, je voyais déjà cela. J'étais déjà en train de me préparer pour pas mal d'éléments. Et donc aussi, pourquoi on a lancé cela maintenant? Et maintenant, c'est exactement la même chose. Pourquoi j'interviens maintenant? Parce que nous sommes à l'aube d'une future récession, crise, et crise égale méga opportunité. Et le but est comment le particulier, c'est-à-dire vous, moi, pourra en tirer profit lui aussi. Grâce au JCTUM, donc grâce à moi aujourd'hui, le particulier dispose des mêmes armes. Donc tout ce que je viens de vous montrer, volatilité, cela, ce sont des armes qui vous étaient inconnues auparavant. Vous ne comprenez absolument rien à tout cela. Maintenant, vous voyez qu'on le comprend. Vous voyez que je domine cela. Je sais exactement de quoi je parle. Donc lorsque je fais les retours que je fais, comment dirais-je, c'est pas du hasard. Donc, le particulier dispose des mêmes armes via le VAM, donc le Virtual Autonomous Asset Management. Pourquoi autonome? Pas besoin de passer par moi. Vous avez besoin de comprendre l'Intel et vous ensuite le répliquer. Vous avez vos capitaux, vous savez quel niveau de risque vous êtes prêt à achever. Et donc lui aussi pourra y prendre part. En prendre part à quoi? Capitaliser sur les récessions. Et vous voyez que là, on l'avait déjà fait en 2019, maintenant c'est exactement la même chose. Quand je dis la même chose, c'est quoi? Nous avons le même patron qui se dessine. Donc là, c'est cet aspect cyclique et comment nous en tirons profit. Maintenant, poursuivons. Et comme vous voyez là, il y avait déjà toute cette ribambelle, donc là, toute cette suite de métriques analytiques, indicateur leader, indicateur coïncident, indicateur à la traîne, et on a passé cela en revue. C'est une vidéo de 2 heures, si je ne me trompe pas. Et il y en a pas mal d'autres, vu qu'après cela, nous avions nos publications quotidiennes, voilà, 2 heures, 3 minutes et 12 secondes, et les suivis trimestriels chaque fois qu'on générait une nouvelle idée. Donc vous voyez qu'on a fait le travail. Maintenant, si vous me voyez intervenir, c'est exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, je serai bien plus rapide. Mais tout ce qui a été fait à cette période-là, maintenant, ça sert d'éducation. Donc ceux qui veulent apprendre et repasser tout cela en revue, étudier tout cela, voilà, c'est disponible. La clé maintenant, c'est quoi? On voit que c'est l'interprétation de toutes ces données économiques qui nous montrent justement qu'est-ce qui se passe, nous en sommes où, et clairement comment capitaliser dessus. Ok. Donc poursuivons. Là, on a pour continuer à publier pas mal de rapports. Donc là, vous avez vu un rapport en février, 11 février 2020, 11 mai 2020. Donc là, c'est juste avant la pandémie et là, c'est juste après la pandémie. Et vous voyez qu'on a continué à faire cela. Donc là, on parlait du Bitcoin. C'était un élément qui était clé. Et c'était quoi? Investir dans l'infrastructure crypto. Donc rappelez-vous, c'est quoi les actions publiques? Je vous ai expliqué quel type d'actions publiques. Vous voyez qu'à cette période-là, elles n'étaient pas connues. Moi, je le dis, ça fait déjà, depuis 2017-2018, j'étais déjà investi dans pas mal d'entités comme ça. Allez les trouver là où elles étaient. Donc, entités à fort risque. Donc, beaucoup de risques, mais à fort potentiel de croissance. Corrélé à un thème, c'était quoi? Thème Bitcoin va être accepté, Digital Gold et tout le tralala. Et je dis, mais tiens, pourquoi ne pas aller dans les altcoins? Les altcoins sont des commodités en devenir. Du moins, pardon, excusez-moi, on spécule sur leur utilité en tant que commodité. Donc, gaz pour tel ou tel réseau ou tel protocole. Ouais, mais elles n'ont aucun débouché économique, aucun impact économique. Les compagnies ont un impact économique. Les compagnies participent à l'économie. Ça, c'est un point qui est super important que vous devez comprendre.
Une compagnie, pour générer de la croissance et l'expansion de ses parts de marché, passe par le marché de la dette. Une fois que tu rentres dans le marché de la dette, tu ne vas pas prendre les mêmes dettes dans une phase de contraction économique, d'expansion économique, de pic économique, récupération économique ou récession économique. Et ça va impacter ton business et ton évaluation. Donc, ta capitalisation boursière. On va acheter tes actions, on va s'en défaire. Donc, juste ça, déjà, ben voilà, ça en fait déjà quelque chose de, on va dire, de meilleur. Et deuxième point, c'est quoi? C'est que ça opère dans des marchés publics et régulés. Et lorsqu'on est régulé, on est obligé de donner toutes les informations. Vu qu'on est régulé par la SEC ou l'autorité des marchés financiers dans le pays ou la juridiction où où les actions cotisent. Chose qu'il n'y a pas pour les altcoins, qui opèrent dans des exchanges exotiques, non régulés et tout ce qui va avec. Et il y a beaucoup de pump and dump. Et lorsqu'il y a des problèmes, ben, allez-y maintenant pour récupérer vos fonds, les convertir en Tether ou transférer ça d'un wallet A à un wallet B. On a tous connu cela. Donc, vous voyez qu'en gros, c'est ça aussi, hein, c'est choisir où on va opérer, dans quel genre d'environnement. Moi, j'ai un environnement optimal pour mes capitaux. OK? Donc, ça, c'est un point clé. Maintenant, dans ce rapport, nous continuons. Vous voyez que le scénario parfait, c'est quoi? C'est récession, qui est égal à un bear market. Ceux qui peuvent shorter short, mais je dis bien short, attention. Vous avez vu que lorsqu'il y a eu la pandémie, on a coupé les shorts. Il y avait pas mal de places boursières qui interdisaient les shorts. On ne pouvait pas shorter. Pourquoi? Les mouvements étaient violents. Il y avait beaucoup de volatilité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être ultra patient comme un sniper. Attendre que toutes les planètes soient alignées et venir, comme je le dis bien ici, faire les soldes. Donc lorsque tout chute, il y a un choc de liquidité, etc., on a annoncé les news que l'on a annoncées, sentiment ultra négatif, tout le monde était ultra émotionnel, eh ben, on attend tranquillement et on fait les soldes. Mais on n'achète pas n'importe quoi, on avait déjà identifié ces entités. Si j'ai identifié 20 entités, ben, n'oubliez pas, avec la crise de liquidité, pas mal d'éléments comme ça, beaucoup d'entités peuvent disparaître. Donc, si j'aurais déjà investi dedans, bah, ce n'est pas là que j'étais super investi. J'étais exposé. Mais là où je suis super agressif, c'est au plus bas des marchés parce que je fais les soldes. Vous avez vu la folie qu'il y a lorsqu'il y a les soldes, vous voyez que tout le monde va dans le magasin. Pourquoi? Quelqu'un voulait acheter une chemise Armani à 500 euros et lorsque c'est les soldes, bah, il peut trouver la chemise à 100 euros. Donc, clairement, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, s'il avait 500 euros, il peut en acheter 5. Vous voyez que ça, c'est le genre d'élément qu'il y a. Donc, vous comprenez un peu ce qui se passe. Donc ça, c'est un élément qui est super important. Et ensuite, troisième point, c'est quoi? Profiter du next business cycle, donc du prochain cycle business. Donc vous voyez, je ne me suis pas réveillé ce matin, samedi 13 janvier 2024. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que je vais raconter comme salade à la communauté YouTube? Non, ce sont des choses que j'ai fait étudier, passer cela en revue et j'ai continué à, à actualiser et à optimiser mon système. Mais là, je ne fais que faire une rétrospective, mais j'avais déjà un niveau qui était déjà assez haut. OK? En toute humilité, mais même pas l'humilité, je peux l'ajouter à la poubelle, le niveau était très haut déjà à cette période. OK? Donc voilà. Rapport suivant, la même chose. Et vous voyez que là, on continue à regarder pas mal d'entités. Là, c'était de l'infrastructure centralisée, donc des entités traditionnelles qui font le pont entre les deux mondes. Et aujourd'hui, vous avez BlackRock et tous les autres. Et déjà, à cette période-là, on en parlait déjà. Vous voyez qu'on parlait déjà des crypto-banques, Silvergate, Signature Bank, des crypto-brokers, Coinbase et tous ces éléments-là, d'autres entités, les dérivés, donc le CME, tout ce qui se passait, tout ce que nous voyons là, Asset Manager, Grayscale et tous les autres, Cryptologie Asset Group, donc maintenant Samara Asset Group, Mega Exchange, Coinbase et pas mal d'éléments comme ça. Et rappelez-vous, tout ce qui était public. Donc tout ce qui mettait sur pied quoi? L'infrastructure. Vous voyez que ça c'est ça. Ça c'était la partie 2 et on a fait la partie 1 aussi. Vous voyez qu'il y avait pas mal d'éléments. Maintenant, à quoi ressemble ce genre de rapport? Maintenant, on peut revenir en arrière. Ce que vous allez voir là, c'est nos rapports VAM trimestriels. Et là, c'était VAM 2020 et c'est le rapport numéro 1. Et là, on a mis en avant une entité. Il donne le nom d'entité, c'est Silvergate. L'entité a cartonné durant cette phase, 2020-2021, et a explosé en 2023. Donc, vous voyez, en gros, maintenant, le monde a évolué. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'achète pas quelque chose en 2020 et on revient en 2050. Rappelez-vous ce que j'ai dit un peu plus haut. Donc là, les 4 points clés, être ultra focus. Et donc au quotidien, nous continuons à suivre l'entité. Et dès qu'on voit que ça sent le roussi, eh ben, on sort. Rappelez-vous, c'est votre équipe de foot. Le joueur s'est blessé, malheureusement, ou il ne performe pas. Vous le remplacez par un autre. Il y a un remplaçant. Et si remplaçant, il n'y a pas, vous êtes dans le marché. Vous faites le mercato d'hiver ou mercato d'été et vous achetez un joueur. Et vous voyez, ici, c'est exactement la même chose. Et rappelez-vous, en gros, c'est quoi? Maintenant qu'on va avoir une récession, pas mal d'entités vont disparaître. Peut-être pas tout de suite, peut-être 6 mois après, peut-être 9 mois après, mais on doit être prêt. C'est ça, être focus. Identifier cela, suivre la compagnie, suivre les publications trimestrielles. Okay? Et donc là, c'est le cas d'une entité qui a cartonné énormément, qui nous a géré des méga retours, du 20x, et ensuite qui a disparu. Okay? Donc il y en a plein, il y en a d'autres. Hein. Donc ceux qui ont les rapports, vous avez vu exactement quelles sont ces entités. Certaines sont encore là, d'autres ont explosé, mais la clé c'est quoi? C'est capitaliser dessus. Okay? Donc là, très rapidement,
Ici, j'ai fait une capture écran, vidéo, et on va parcourir très rapidement le rapport, et vous allez voir ce que ça donne. Et donc là, commenter rapidement ce que ça donne. Donc là, c'était ce rapport qu'on avait publié. Donc là, comme vous voyez, c'est le rapport numéro 1 de l'année 2020. Donc ça, c'est en mars, enfin janvier, février, mars. L'entité Silvergate. Et vous voyez en gros quel type de rapport il faut faire. On voit un élément qui est super important lorsqu'on investit. On n'investit pas par hasard. Il vous faut avoir une fiche. Donc, vous devez comprendre le business. Et clairement, pourquoi est-ce que le business va se retrouver dans... Enfin, pour le business, il est bon. Quels sont les catalyseurs? Quand on pense Wall Street, niveau de dette, les résultats du business, quelles sont les projections, la place du business dans mon portefeuille, etc., etc. Donc, il vous faut une thèse. Et là, c'est tout ce travail qui a été fait. Donc, vous voyez que le rapport était ultra, ultra bien, on va dire, présenté. Et nous savions exactement de quoi nous parlions. Très important aussi de comprendre le management qui gère l'entité. Vous voyez que si l'entité doit générer des retours, peu importe où nous en sommes au niveau du cycle économique, il vous faut des capitaines. Donc le management doit être au taquet. Donc vous voyez qu'on passe en revue tout le management, nous savons exactement qui est quoi. Okay. Donc c'est un point qui est super, super important. Donc là, vous voyez exactement. Donc c'est un rapport de quoi? 50 ou 60 pages. Et donc là, tout est bien. Donc là, l'entité s'est lancée en bourse le 7 novembre 2019. Donc là, on a vu exactement quel était l'élément clé qu'il faisait dans l'écosystème crypto. C'était le fameux SEN, comme vous avez vu là, donc le Silvergate Network, non, Exchange Network. Et ils offraient un méga service. Ils avaient commencé avec 700 clients. Et au pic, ils avaient atteint les 1200, voire les 1300 clients. Donc toute entité crypto banquait, si vous voulez, enfin... avait accès aux services financiers via Silvergate, donc de Binance, Coinbase, à qui vous voulez. Et vous avez vu en mars 2022 ce qui s'est passé. Là, c'est passé en revue les différents catalyseurs, donc ce qu'en pense Wall Street. Donc, vous voyez qu'un élément clé, comme vous voyez là, c'est quoi? C'est la croissance des revenus et les bénéfices. Et là, ce qu'en pense Wall Street et les projections de prix. Donc, vous voyez que ça ne s'est pas retrouvé dans notre portefeuille pour rien. N'oubliez pas, cycle économique, expansion économique, mais vous voyez que les entités qui ont des débouchés économiques sont exposées à ces cycles économiques, donc elles sont sensibles aux changements macroéconomiques. Et vous voyez qu'on a quand même un peu d'analyse technique. Pourquoi? Ça nous aide au niveau du timing. Là, c'est regarder quelques ratios, comprendre ce qui se passe au niveau, vu que c'est une banque, elle est sensible au taux d'intérêt, comprendre tout cela. Là, vous voyez la dette de la compagnie. Et là, maintenant, nous terminons par les stratégies. Donc, regardez bien la thèse, c'est quoi? L'actif, on va mettre pause et lisons la thèse. Donc, l'actif a très peu d'historique au New York Stock Exchange, mais le patron V-Shape, un exemple, enfin, je dois clarifier quelque chose. Silvergate est une entité allemande. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais là, comme ça, vous le savez. Elle s'est lancée à Francfort, c'était une banque, et ils ont intégré les marchés américains. Ils ont commencé par la côte ouest, donc la Californie, à La Jolla, si je ne me trompe pas. Et à partir de là, ils ont commencé à racheter quelques petites banques régionales pour étaler, on va dire, leur portefeuille de services. Ils ont commencé par les prêts hypothécaires. Et prêts hypothécaires, pas mal d'éléments comme ça, donc financement et d'autres éléments. C'est ce qu'ils faisaient à la côte ouest. Et par après, ils sont montés de plus en plus pour avoir d'autres segments business. Et un des segments business qu'ils ont intégré, c'est être une banque pour les entités crypto, vu qu'ils avaient accès à certaines régulations et des licences de la Fed et du système financier américain, donc ils pouvaient offrir des services financiers outre que les prêts hypothécaires. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à grandir. Vu que les entités crypto, les startups, d'IA, à cette époque, rappelez-vous, on n'aimait pas trop ce genre de business, donc les compagnies crypto ne pouvaient pas offrir, n'avait pas accès à des services bancaires top. Donc aucune entité crypto n'avait accès à un compte à Barclays ou JP Morgan ou Goldman Sachs. Et c'est là que des entités comme Silvergate sont montées. Oui. Et bien, voilà, ils ont eu les 700 ou 1300 clients de tout l'écosystème crypto. Tout le monde était chez eux. Que ce soit les startups, les fondations, les exchanges, donc Coinbase, Binance, tout ça, tout le monde était chez eux. Donc ça générait une méga croissance pour eux. Rappelez-vous, croissance des revenus. Maintenant, le prix de l'action. Comme vous voyez là, donc l'action, vous voyez que là, c'est avec le choc de la pandémie, vous voyez comment l'action a chuté. Et donc là, il y avait une méga opportunité. Ce que vous voyez là, c'était les niveaux clés optimaux pour rentrer. N'oubliez pas la symétrie. Peu de risques pour des méga gains. Donc là, on avait analysé l'entité avant, on avait vu comment elle a chuté dans cette zone, comment on a pu se récupérer là. On s'attendait encore à un deuxième choc. Donc, tenter d'attraper l'action entre 10 et 15 dollars. Et l'action, je vous le dis, l'action atteint les 200 dollars. Au pic de cette période, mars 2020 à novembre-décembre 2021. Donc, revenons sur la thèse. Donc, l'actif, comme nous le voyons là, a très peu d'historique au New York Stock Exchange, mais le patron V-Shape, donc c'est ça, est en accord avec les récents événements survenus sur la majorité des places boursières, donc clairement le choc, la pandémie et tout le tralala, et la récupération. Et nous avons un spread entre les bas, donc 8 dollars,
Et la zone de résistance, 17 $. Dans le cas d'un sell-off, donc si jamais encore une vente, ou d'un retracement prononcé, l'opportunité d'un point d'entrée optimal sera à notre portée. Donc vous voyez que là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle to build a position. Petit à petit, être exposé tant qu'on a de l'avantage. Mais vous voyez qu'on ne s'est pas exposé parce que le prix était bas, on s'est exposé parce qu'on regarde déjà les futures projections de l'entité et la croissance du business et des revenus de cette entité. Okay, et n'a cessé de nous étonner trimestre après trimestre. Okay, donc là, vous avez vu qu'on a été DOD, donc discipliné, organisé, déterminé à se maintenir à notre système, le peaufiner et être ultra focus au quotidien, suivre les entités et voir ce qui se passe. Et bien tirer avantage. Vous savez que dans tous les rapports que nous avons fait, vous avez vu qu'on ne met pas beaucoup, enfin, on n'a pas besoin de faire d'énormes analyses techniques. N'oubliez pas, on a parlé d'horizon de temps optimal. Donc nous, on n'était pas là pour faire du day trading ou trader en je ne sais quoi. Non, on était là pour capturer un max de mouvement. On est gourmand. Grâce à la volatilité, on peut capter ça, et bien la croissance des revenus de la compagnie, et bien le background macroéconomique qui sert de vent favorable. Poursuivons. Hop là, excusez-moi. Donc là, j'ai fait un petit bug, mais c'est pas grave. On va revenir sur la vidéo, donc elle va se rejouer. Donc là, vous avez compris pas mal d'éléments. Je vais tenter de retrouver le moment clé. Donc voilà, donc là encore une fois, si je retourne en arrière très rapidement. Voilà, donc vous avez vu qu'il y avait pas mal d'entités qu'on avait mis en avant. Et si vous regardez bien, ce sont toutes les entités qui font la pluie et le beau temps. Donc là, le Nasdaq qui est déjà maintenant en train d'intégrer la blockchain. Ils ont déjà dans un premier temps intégré les ETF, HODL, IBIT et tous les autres. Silvergate, vous voyez ici l'entité CryptoBank, CryptoBroker Voyager qui a explosé mais qui est une entité clé. Cette entité, au pic, on a pu capturer, enfin moi du moins j'ai pu capturer près de 18 000%. Je dis bien 18 000, je n'ai pas dit 1800, 18 000% de retour. On vous dit ces entités, comme Voyager et d'autres, s'étaient lancées sur ce qu'on appelle le Toronto Stock Exchange V, donc c'est Ventures, avant de passer au grand TSX et ensuite de faire le pont pour aller aux States. Et pourtant l'entité a été mise sur pied par des anciens de Uber, de Twitter et d'autres banques, mais elle s'est lancée au Canada. Pourquoi? Parce que là-bas vous avez le Stock Exchange Venture. Okay. Et Voyager, à un moment donné, ça fait un méga carton. Et vous avez vu que c'est explosé avec les problèmes Three Arrows, FTX et tout ça, Celsius et toutes ces entités-là. Ça fait partie des entités qui ont explosé. Mais durant tout le temps, rappelez-vous lorsqu'elle est passée, enfin, rappelez-vous, je vous le dis, elle est passée d'un exchange à un autre. Lorsque je regarde moi dans mes historiques et dans mes opérations, et lorsque je regarde bien, donc si je prends en compte des différentes itérations qu'il y a eu, lorsque l'entité est passée d'un exchange à un exchange plus grand, au total, j'ai pu capturer près de 18 000%. Donc ça, c'est des éléments qui étaient faits. Donc, je vous l'ai dit, ces entités étaient disponibles dans différentes bourses. Ce n'était pas trop liquide, mais c'est ça. L'illiquidité apporte aussi un certain degré d'asymétrie, surtout lorsqu'on est du bon côté. Okay. Mais comme vous le voyez là, on voit qu'on a fait beaucoup de travaux. Hein. Oui, ça c'est l'infrastructure centralisée. Donc centralisée, les entités qui étaient en bourse, régulées et tout ça. Et si vous regardez bien, toutes ces entités maintenant offrent des services crypto ou ont listé des produits crypto. Ou, par exemple, le CME, maintenant, il domine au niveau des futurs. Grayscale, vous les connaissez. Récemment, vous voyez que la conversion du trust Bitcoin a été approuvée. Et vous voyez que nous, ça fait déjà pas mal de temps qu'on était déjà au taquet. Et après, le tout, c'est organiser le tout au sein de portefeuille. Okay, donc voilà, maintenant, je vais laisser courir et commenter pas mal d'éléments vu que ça enregistre en mieux. Donc là, vous avez déjà vu un Silvergate, donc faire en sorte d'avancer. On va aller là où on était, on avait vu ça, je crois qu'on était au management, on est arrivé au niveau technique. Donc là, on avait vu tout le côté dette, tout ça, on avait expliqué. Ça, c'était les différents catalyseurs qu'il y avait, les estimations des analystes de Wall Street. Voilà, on était ici, voilà, là. Maintenant, on peut poursuivre. Vous voyez qu'il y a encore un petit 2 minutes. On voit que là, ça, c'est le genre de rapport que vous devez avoir. Ce que je dis toujours aux insiders, c'est pas de fiche, pas d'investissement. Tu vas investir dans quoi? Tu as entendu parler d'identité? Est-ce que tu as fait des travaux? Est-ce que tu as fait un rapport? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ça? Maintenant, vous comprenez que moi, à mon niveau, lorsque je vais me présenter, par exemple, chez mon ami et mentor Jens, qui a opéré plus de 40 ans, vous l'avez déjà vu, hein, il y a des vidéos avec lui dans ce canal YouTube. Lorsque j'ai des réunions avec lui ou des personnes que lui me présentent, pensez que je vais venir les mains dans les poches, j'apporte ça, mon track record, et j'apporte mes analyses. Et j'ai fait des analyses pour lui et pas mal de personnes. Et il voit exactement, rappelez-vous, on parle le même langage. C'est un langage qui est sophistiqué, sharp ratio. Si cela disait, ok, Serge, il y a trop de risques, mais si, ça. Ils ont toujours été impressionnés de voir le genre d'entité que je trouvais. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, ils ne peuvent pas, eux, investir dans ce genre de compagnie. Okay. Donc ça, c'était un point clé. Donc vous voyez là, encore une fois, de ce que nous avons mis en avant ici. On va retourner en arrière rapidement, parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant que j'ai mis sur pied. Donc excusez-moi de passer comme ça. Mais vous voyez que là, je le fais
comment dirais-je, de manière spontanée, et là c'est pour apporter de la valeur hein, à tous ceux qui vont suivre cela. Donc vous voyez ici un point qui est très important, donc là vous voyez que j'ai toujours une petite thèse qui accompagne cela, et que l'objectif de notre stratégie, donc la stratégie d'intervention, est de maximiser le risque-reward. Oui, c'est ça l'optimisation des risques. Donc là c'est quoi? C'est l'asymétrie. Donc je prends peu de risques, mais clairement il y a un méga boom. Et donc là, maximiser le risque-reward au maximum et un point d'entrée en zone d'infravaluation. Donc là, j'utilise un indicateur stochastique, tout ça, donc être en sell side ou en sous-évaluation. Et le fait de plonger, bah, clairement, rappelez-vous, les fondamentaux, c'est clairement ce qui est le plus important. Mais il faut que le prix suive. Et bien, moins la période que l'on traversait. Et on s'est dit, OK, on va miser sur l'entité. Et l'entité, trimestre après trimestre, et des catalyseurs qui ont été publiés de manière aléatoire. J'entends par catalyseur tout élément qui est révélé au marché et qui n'est pas décompté dans le prix. Donc, lorsque c'est publié, et si c'est quelque chose qui est positif, eh ben, boum, le prix réagit à cela. Un exemple, Bitcoin, on connaît tous les catalyseurs. L'ETF, on savait déjà. Donc, c'était déjà reflété dans le prix, depuis que BlackRock avait annoncé qu'il rentrait dans le jeu. Rappelez-vous que tous les autres, on les connaissait. ARK, Galaxy et tous les autres, Grayscale, on le savait. Mais BlackRock, lorsqu'ils sont rentrés, on s'est dit, waouh, c'est BlackRock. C'est le plus grand asset manager du monde. Boum, le prix a réagi. Et on avait déjà décompté de halving. On sait déjà que ça va arriver en avril-mai 2024. C'est juste une question de minage. Donc là, à quel bloc ça va arriver, ça on ne sait peut-être pas, on estime. Mais c'était déjà connu. Donc pourquoi est-ce que BTC n'est pas 1 million? Parce que c'était déjà connu. Ça, c'est idiosyncratique. Maintenant, il faut le background macro. Et le background macro, bah, ça change la dynamique en termes de spéculation, d'argent disponible, liquidité et tout le tralala. Donc vous voyez que vous avez besoin de notions macro pour comprendre tout cela. Là, on avait et la micro et la macro de notre côté. La clé maintenant, c'est quoi? C'est que l'actif, donc le management de la compagnie, devait délivrer sur, on va dire, les perspectives, les promesses et ce que Wall Street estime. Wall Street dit, OK, vous allez faire ça, nous on estime que vous devez faire ça. Vous devez pulvériser cela lors de la publication trimestrielle. Et donc nous, on optimise les points d'entrée. Donc reprenons. Donc l'objectif est de notre stratégie est de maximiser le risque-reward au maximum et un point d'entrée en zone d'infravaluation nous est favorable en rapport au potentiel haussier de l'actif si les fondamentaux, vous voyez qu'on n'ignore pas ça, les fondamentaux se maintiennent intacts. C'est ça la clé. Rappelez-vous, pensez à votre joueur de foot. Tant qu'il se maintient intact, c'est quoi? Pourquoi Florentino Pérez avait ramené Cristiano Ronaldo de Manchester à Madrid pour marquer des goals, gagner la Champions, défaire et battre l'équipe super canon de Pep Guardiola, FC Barcelona. Donc on avait Messi à l'époque, il y avait encore Eto'o, je crois qu'il était déjà parti, mais bon voilà, si vous suivez le foot, vous savez exactement de quoi je parle. Donc Messi, Neymar et tout ça. Et il fallait pulvériser ces mecs-là, parce que ces gars, ils gagnaient tout. Et donc on a fait venir là, et voilà, Christian Bale et tous les autres. En gros, c'était ça. Donc vous voyez que j'ai rajouté un élément. Et ici, c'est exactement la même chose. Tant que cet élément fonctionne au sein de mon effectif, eh ben voilà, je le maintiens. Donc, ça, c'est les fondamentaux de la compagnie. Tant que ça se maintient OK, il y a une place dans mon portefeuille. À partir du moment où les fondamentaux tombent à l'eau, il n'y a plus de place dans mon portefeuille. Et c'est pour ça que j'ai toujours à avoir des réservistes. Donc, une watchlist et continuer à générer des idées. Et c'est ce qu'on a fait durant toute cette période, même si on était déjà en plein dedans. Quand je dis que c'était déjà en marche, on a continué à publier des rapports et continué à alimenter en Intel. Donc, continuer à avoir les entités ben voilà, qui étaient exposées à ce thème et qui allaient pouvoir nous générer quoi? De la méga croissance. OK? Donc, voilà. Poursuivons. Donc là, voilà, donc là, je surligne, je mets ça en évidence, vu que là, j'ai enregistré ça en mode muet. Comme ça, moi, je peux commenter cela lorsque je fais la présentation. Et ensuite, bien évidemment, on a ce qu'on appelle des matrices. Donc là, c'est une matrice de quoi? Bah, de risque. Voir, peu importe l'argent que j'achète, être une unité, 5 unités ou 10 unités, bah, c'est quoi? C'est le nombre d'actions que je vais acheter. Donc là, avoir le risque sous contrôle. Et là, maintenant, bah, le capital que je vais injecter, à quel prix? Prendre le risque sous contrôle. Si je perds 10, 20, 25 ou 50%, en gros, c'est quoi? S'il y a des retracements dans le marché. Savoir exactement bah, combien j'ai injecté. Donc là, c'est un exemple tout simple. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas les mêmes ressources, tout le monde n'a pas les mêmes capitaux. Mais on va tous intervenir au même point d'achat. Okay, donc le même point d'achat, c'est ce que vous voyez ici. Ça peut être 100 euros, ça peut être 1000 euros, ça peut être 10 millions d'euros, ça peut être peu importe. Okay, et là, bien évidemment, ce sont des projections vis-à-vis des différents points d'entrée que nous avons. Donc break-even, donc là, s'il y a des fluctuations, break-even, c'est 15 $ et tout ça, c'est au-delà des 15 $. Donc 2x, 3x, 4x, 5x. Okay, donc peu importe ce qu'on a mis. Donc là, remplacez ça par ce que vous avez mis. Okay. Donc vous voyez que tout ça est tenu sous contrôle. Donc à tout moment, nous savons exactement ce qui se passe. Et ça, vous voyez que ça a été fait par Silverbank. Okay.
Donc là, bah, vous voyez qu'après, on a la partie numéro 2. Donc tout ça, comme vous l'avez vu, on a publié ça 2019, 2020 et 2021 jusqu'à 2022. Et maintenant, bah, le VAM continue toujours, mais le thème a changé. Il y a d'autres choses à mettre en avant, il y a d'autres idées. Vous voyez que maintenant, on parle beaucoup de l'AIA. Bah, vous voyez qu'en gros, ça va être ça. Maintenant, comme je disais, vous avez vu quand est-ce que nous sommes exposés à cela. Donc là, si vous regardez bien cette période, c'était la période... là, c'est la période 2020. L'année 2021, on voit que c'est fort corrélé au BTC. C'est BTC qui flirte avec les 60 000. Là, c'est BTC qui flirte avec les 70 000. Mais vous voyez pourquoi est-ce qu'on a mis en avant la période, comment dirais-je, début 2020 jusqu'à fin 2021. Regardez bien le pic qu'a atteint l'entité, les 201 $. Et vous avez vu que lorsque nous parlait de l'entité, il était entre les 15 et les 7 $. Donc le fait de capturer tout cela, donc si on dit, voilà, même si on aurait acheté aux 20 $, au pic le plus haut, et ici déjà on a flirté avec les 200 $, donc il y a du 10x qui a été fait. Maintenant, imaginez-vous un portefeuille avec toutes les entités qui ont ce potentiel de 10x. Vous avez que les potentialités fondamentaux et non comme ça de manière aléatoire. Et bien ça, c'est ce qui est possible. Okay, et maintenant, vous voyez que l'entité a explosé. Maintenant, elle vaut 33 cents parce que Silvergate Capital a explosé. Comme SVB et comme d'autres entités, comme Voyager, comme Celsius et d'autres FTX et tout ça qui a explosé avant la période, on va dire, mars 2023, entre octobre-novembre 2022 et on va dire mars 2023 et au-delà. On a tous suivi cela. Maintenant, pourquoi cette fameuse période de novembre 2021? Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous que ça, c'est de la micro. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau macro? Comme je l'ai annoncé en 2019 dans la vidéo de présentation que vous avez là, qui est disponible sur YouTube, bah ici, il s'est passé exactement la même chose. Et donc là, on voit quoi? Federal Reserve, tapering of assets purchases. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Fed met fin au QE. Donc la Fed a annoncé la fin du QE le 3 novembre 2021. Lors de quoi? Lors de ce qu'on appelle le fameux FOMC. Et ça, c'est ce que vous voyez ici. Donc ici, en novembre 2021, la Fed a annoncé qu'elle va commencer à tout taper. Donc c'est quoi? Elle va commencer à revendre les actifs qu'elle a. Donc, it's large scale assets purchases. Lorsqu'elle achète des actifs, ça s'appelle QE. Donc, le quantitative easing, assouplissement quantitatif. Et ça rajoute de la liquidité au marché financier. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsqu'il y a un cycle de crédit, donc là, c'est la Fed qui fait du QE. On voit que ça permet un bon cycle business. Donc là, c'est cycle business, ce sont les profits des corporations. Et les corporations, certaines sont publiques et d'autres sont privées. Nous, c'est les entités qui sont publiques qui nous intéressent. Et ces entités qui sont publiques, elles composent les indices. Que ce soit le Russell 2000, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones 30. Okay? Et ensuite, vous avez quoi? Le PIB. Mais le PIB, vous voyez le GDP, donc le PIB, c'est un indicateur qui est à la traîne. Maintenant, on est en janvier 2024, on va publier la lecture préliminaire du PIB Q4 2023. Vous voyez qu'on est déjà, nous ce qui nous intéresse c'est janvier, février, mars et au-delà. Mais vous voyez que le PIB est à la traîne. Mais qu'est-ce qui cotise au quotidien? Les actifs et d'autres indicateurs comme le dollar, le gold, les taux d'intérêt, ça bouge au quotidien. Et bien moi les compagnies qui publient au quotidien. Donc au quotidien, lorsque vous voyez les prix des actifs, ça reflète tout cela. Ça reflète les taux d'intérêt, le coût du capital avec différents horizons. Donc on a le SOFR qui est l'équivalent du LIBOR. Vous avez le taux d'intérêt à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, etc. Et en fonction de ce qui se passe au quotidien, donc les publications sur l'inflation, taux d'intérêt, le taux de chômage, cela, etc., ben vous voyez que tout ça bouge. Et le prix des actifs bouge. C'est un point qui est super important. Ça, c'est l'aspect macro. Donc vous avez compris qu'avec tous nos indicateurs leaders, il y a un acteur qui est très important, c'est la banque centrale, c'est la Fed. Comme je le dis aux insiders au quotidien, la Fed, c'est l'arbitre des marchés. Pensez notre équipe de foot, c'est notre portefeuille. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un arbitre qui siffle le début de la partie et il va siffler la mi-temps, les fautes, les pénaltys et la fin de la partie. Donc ici, la Fed nous dit « Ok les gars, allez-y, je fais du QE parce qu'on a eu un catalyseur. » Rappelez-vous, une intervention, c'était la pandémie. Chose qu'on avait anticipée parce que nos indicateurs indiquaient une récession. Mais moi, je ne savais pas que la pandémie allait frapper. La pandémie, c'était le catalyseur qui a déclenché la récession. Et là, ça a déclenché quoi? Les politiques monétaires de la Fed. Pour clairement accompagner les économies en récession, mais déjà préparer la récupération économique et l'expansion économique. Et des actifs comme Silvergate en ont profité. Ces actifs étaient associés à un thème et à une thèse. Bitcoin, infrastructure et tout le tralala, vous l'avez vu dans nos rapports. Ils sont disponibles, du moins on a les previews des rapports disponibles sur YouTube et les rapports sont disponibles dans le gsim.com. Vous devez étudier cela. Comme ça, vous voyez le modus operandi. Et donc, vous voyez que là, la Fed siffle le coup d'envoi. Et là, en novembre 2021, la Fed siffle la finale. Donc, il dit, OK, partie est finie. Vous avez remarqué quoi? Comme on le dit ici, donc macro signal de prise de bénéfices. C'est la Fed qui nous indique cela. Et les actifs spéculatifs ont été les plus impactés.
Posez-vous la question, pourquoi est-ce que Bitcoin, après avoir touché les 70 000, pourquoi est-ce qu'il a chuté? Pourquoi tout a commencé à chuter à cette période-là? Pourquoi? Parce que c'était la Fed qui a marqué la fin de la liquidité qui était disponible pour tous. Et lorsqu'elle change ses taux d'intérêt, que le coût du capital va monter, il faut comprendre les risques, et c'est pour ça que nous regardons la dette des entités. Là, vous avez des entités qui ont une note de crédit triple A, triple B, triple C. En fonction de la volatilité et du risque, les entités qui ont une petite market cap, qui ont des business qui sont très spéculatifs, leur note de crédit, c'est triple B et triple C. Un exemple maintenant, Coinbase, que tout le monde connaît, a une note de crédit BA2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont payer beaucoup plus d'argent vis-à-vis d'un taux de référence. Le taux de référence qui est utilisé, vous avez les Fed Funds Rate, ça c'est pour les banques, à combien elles vont emprunter à la Fed et le nombre de réserves qu'elles doivent maintenir à la Fed. Et ensuite, les banques vont prêter de l'argent aux entités qui ont une note de crédit triple A, Nvidia, Microsoft, Apple, triple B, un exemple Coinbase et d'autres, triple C, toutes les entités que nous, on avait en portefeuille, les entités les plus volatiles. Donc, lorsque ça change au niveau macro, ces entités n'ont plus accès aux capitaux comme avant. Certaines ne peuvent plus restructurer leurs dettes. Et qu'est-ce qui se passe? Elles enclenchent la phase du chapitre 11, Chapter 11, que l'on appelle la phase de banqueroute. Et c'est pour ça qu'il faut les surveiller. Pourquoi? Parce que lorsque la récession frappe, certaines disparaissent. Et vous avez vu que il s'en est fallu pas mal de temps pour que SVB et Silvergate, Voyager et d'autres disparaissent. Donc, maintenir ces entités, dire OK, j'achète en 2020, je reviens en 2030, ce n'est pas une stratégie gagnante. Rappelez-vous qu'on a parlé de horizon de temps optimal. Et c'est quoi? Surveiller ce que fait la Fed et comment notre actif évolue au sein de ce cycle. On ne sait pas combien de temps les cycles vont durer, c'est la Fed qui marque les temps. Donc là, encore une fois, nous prouvons exactement ce qui se passe. Maintenant, il va se passer exactement la même chose. Si vous suivez les marchés comme nous les suivons, donc là, venez au jtime.com, vous allez voir que nous suivons tout cela. Et au quotidien, nous savons exactement où nous en sommes dans le cycle économique. Et là, nous savons exactement ce qu'il faut faire pour nos portefeuilles. OK? Donc, voilà. Maintenant que vous avez vu tout cela, nous pouvons maintenant revenir au niveau de notre portefeuille. Donc là, on a montré les perfs. Maintenant, qu'est-ce qui composait notre portefeuille? Ici, hop là, on a un portefeuille où il y avait du Mara, Riot, Hut8, Bitfarms, Canaan, Hive, Galaxy et DMG. Et si vous remarquez bien, il y a des entités où vous voyez marqué CA, c'est Canada. Comme je l'ai expliqué, là, c'est moi qui ai fait une historique, regrouper les différents prix que j'ai payés pour ces actifs dans différents exchanges. Donc, j'ai expliqué qu'il y avait le Toronto Stock Exchange Venture. Ensuite, les entités canadiennes sont passées au TSX. Et ensuite, certaines sont passées au Nasdaq et tout ça et tout ça. Et à chaque fois, rappelez-vous, elles réduisaient leur offre d'action. Ce qui fait que ça changeait la dynamique du prix. OK? Mais là, en gros, une fois, comme je l'ai dit, ça, c'est pour pouvoir présenter ça au asset manager, family office et quoi que ce soit. Comme ça, on a de la matière. Et comme je le dis bien, ces chiffres ne sont pas audités. Ça, c'est juste mes positions personnelles. Récupérer ça au sein faire un backtest pour stresser cela vis-à-vis des performances du Nasdaq 100 et autres. Et maintenant, pouvoir voir l'anatomie de mon portefeuille, le risque que j'ai pris, etc., etc. Voir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Pourquoi? Mon souci premier, il est toujours de vouloir passer au next level, d'actualiser et d'optimiser mes systèmes. Maintenant, vous avez vu que l'environnement macro est similaire à celui que nous avons vécu en 2019, en 2020. De 2019 à 2020. Donc, comment je vais faire pour capitaliser sur la récession? Okay. Donc là, j'explique un peu plus ce que je vous expliquais. Donc, tout le côté Sharpe Ratio et le gros Sharpe Ratio et pas mal d'éléments comme ça. À différence du Sharpe Ratio net, si vous voulez. Et donc là, voilà, c'est tout ce côté anatomie. Donc là, vous voyez en gros à quoi doivent ressembler vos track records. Ça, c'est une synthèse simplifiée. Et encore d'autres synthèses beaucoup plus poussées. Et là, c'est reprendre tous les différents points d'entrée, faire les conversions monétaires de ce que j'ai acheté en euros, ce que j'ai acheté en dollars canadiens, ce que j'ai acheté en dollars, et tout récupérer. Mais moi, l'élément le plus important, c'est le risque. Pour voir comment est-ce que je peux optimiser le risque. Évidemment, vous avez vu qu'à ce niveau-là, avec ce genre d'entité, je vais être prêt à accepter du risque, chose que vous voyez ici, accepter beaucoup plus du risque que les risques du marché. Donc, lorsque vous voyez que le S&P 500 ou le Nasdaq, génère 20% à 20% de déviation standard, si vous voulez un Sharpe de 1, vous devez minimum viser les 20% de gain. Vous voyez qu'on veut toujours faire mieux. Donc, vous comprenez que pour faire mieux, il vous faudra clairement accepter beaucoup plus de risques. Et donc là, ces entités sont là, il faut aller les chercher. Et vous voyez ici, bien, on a des risques et bien, on peut faire les corrélations avec tout ce qui se passe au niveau économique. Là, vous voyez les max drawdown, donc ce sont des points qui sont super importants. Vous voyez que dès le début de l'année, avec la pandémie, on s'est mangé une chute de moins 30%. Vous voyez qu'il y a eu quelques chocs en cours de route. La ligne verte que vous voyez là, c'est le QQQ. Donc là, si on réinvestit tout simplement dans l'ETF du Nasdaq 100, vous voyez que c'est moins volatile. Vous voyez qu'on a eu des méga chutes en cours de route. Mais rappelez-vous qu'il y a des méga chutes, ça c'est juste le prix des actifs, parce qu'il se passe des éléments au niveau micro.
Mais au niveau macro, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la liquidité est toujours disponible? Vous voyez que là, en mai 2021, il ne se passait rien. C'est en novembre 2021 que la Fed a mis fin à sa politique monétaire. Et c'est en mars 2022 qu'elle a amorcé et qu'elle a matérialisé la première hausse de taux d'intérêt. Donc vous voyez que la Fed nous a montré que quand tirer avantage des points les plus bas, surfer la vague jusqu'au point le plus haut, jusqu'au mars 2022, clairement là, c'était abandonner le navire. Mais si on aurait pu capturer tout ce qui se passe entre mars 2020 ou avant, moi c'était 2018 jusqu'au mars 2022, ce que j'ai fait, c'était bon. Et en moyenne, sur tous les portefeuilles, ils ont tous plus ou moins le genre de perf que vous voyez là. Donc on a cartonné énormément. La clé c'est quoi? Maintenant, on veut réitérer l'exploit. Donc nous continuons à générer des idées d'investissement et tout ça et tout ça. Rappelez-vous que ça, c'est horizon de temps d'investissement. Ça, ce n'est pas du trading. Ça aussi, c'est un point qui est super important. Bon, là, je touche ces points au quotidien et dans d'autres segments du jessim.com où j'explique la différence entre les deux. Ce sont deux profils totalement différents. La base est la même, c'est la génération d'idées et l'analyse fondamentale, micro, enfin macro, micro et tout ce qui va avec. Ensuite, c'est l'horizon de temps. Ça, ce sont des portefeuilles à horizon de temps pour de l'investissement avec des entités ultra spéculatives, ultra risquées, donc haut risque et tout ça, mais qui dit haut risque dit haut rendement. Okay. Trading, c'est autre chose quelque chose de totalement différent. Donc là, vous voyez pas mal d'éléments qu'il vous faudra connaître pour étudier l'anatomie de votre portefeuille et améliorer ce qu'il faut améliorer. Okay. Donc ça, c'est un point qui est super important. Donc là, nous parlons des drawdowns, donc des méga chocs. Maintenant, vous voyez qu'on peut faire correspondre cela à pas mal d'éléments qui se sont passés par le passé et étudier cela. Donc, vous voyez, comparer mon portefeuille, le stresser vis-à-vis de tout ce qui se passait dans les marchés. Et maintenant, je peux faire des correspondances avec ce qui se passait à ce moment-là au niveau macroéconomique, etc., pour mieux comprendre ce qui se passe. Okay. Et vous voyez que les actifs sont super risqués, mais c'est ça, hein. On prend des risques pour clairement générer pas mal de gains. Et vous avez vu que l'élément clé, c'était quoi? C'est que les fondamentaux de ces compagnies se sont maintenus intacts. Les entités continuent à délivrer. Elles délivraient. Donc Marathon, maintenant, c'est le plus grand mineur. Riot est toujours là. ETH, Bitfarms, Canaan, les autres sont toujours là. Ok, mais maintenant, vous voyez que c'est une autre histoire. C'est un nouveau cycle économique. Il y a d'autres thèses qui sont mises en avant. Et on va voir comment ces entités vont évoluer dans le nouveau cycle. Et si ce n'est pas ces entités qui cartonnent, il y a plein d'entités. Les insiders de gestion.com, ils savent exactement ce que c'est. Ok. Donc voilà, là vous avez vu pas mal d'éléments, vous avez compris pas mal de choses, vous avez vu clairement quelle est la solution que nous mettons en avant pour pouvoir capturer cela, comment passer de 0 à 1 million, c'est possible, et n'oubliez pas, n'accordez pas trop d'importance aux chiffres, que ce ne soit pas quelque chose qui vous touche au niveau émotionnel, pensez plutôt au processus, et on commence où on commence. Okay. Donc peu importe le chiffre, la clé c'est quoi? Comment est-ce que je peux générer des méga gains? Générer des méga gains, il faudra prendre des risques. Et n'oubliez pas que tout opérateur n'est pas prêt à prendre ce genre de risque. Donc, chacun a un profil. Okay, donc, ça, c'est un point qui est super important. Vous devez comprendre cela. Okay. Donc, voilà. Là, vous avez vu ce que ça donne. Maintenant, on va continuer cela. Poursuivons maintenant. La question que nous nous posons, c'est est-ce que l'histoire va se répéter? Donc, l'histoire va-t-elle se répéter? Ça, c'est récent. Ça, c'est le 9 janvier 2024. Recession avoided. Ça, c'est quoi? C'est aux États-Unis. On se dit, tiens, on n'entendait parler d'une récession durant toute l'année 2022. Durant toute l'année 2023, rappelez-vous, mars 2023, il y a eu une intervention des banquiers centraux qui ont évité cela. Et donc là, selon ce qu'on a vu, selon ce qu'on peut analyser maintenant avec du recul, on peut dire, ok, c'était ça. C'est que la crise bancaire qui avait commencé aux États-Unis, Signature Bank, Silvergate Bank, SVB, ensuite ça a touché des banques régionales, First Republic et d'autres. Il y a eu un sauvetage aux States, il y a eu un mini QE, donc il y a eu une injection de liquidité. La fenêtre d'escompte a été augmentée, donc il y a eu beaucoup d'argent, des milliards de dollars qui ont été injectés afin d'éviter une crise de liquidité, d'insolvabilité qui a touché les États-Unis et ça a eu des répercussions sur le monde entier. Vous avez vu ce qui s'est passé en Europe avec l'explosion de Crédit Suisse et le sauvetage forcé. Si vous voulez, le gouvernement et la Banque centrale suisse ont dit ok, il faut sauver ça. Et c'est là qu'a intervenu UBS. Ils ont même ramené l'ancien PDG Sergio Ermotti pour venir gérer ça. Pourquoi? Parce qu'il avait géré la crise 2008-2009. Parce que là, on va dire c'est un spécialiste des situations compliquées. Voilà pourquoi on l'a ramené. Donc c'est un point qui est clé. Donc là, on a évité cela. Ça va être le fameux moment Lehman. Et vous avez vu qu'au niveau de l'écosystème crypto, il y a eu pas mal d'entités qui ont explosé. C'est ça réellement ce qui se passe. Et vous avez vu des entités qu'on avait mises en avant dans les rapports ont explosé aussi. Et là, je tiens à le répéter, on n'est plus dans le monde où tu achètes en 2020 et tu reviens en 2040. C'est fini ça. Il faut surveiller ses portefeuilles à tout moment, être prêt à faire des changements à tout moment. Comprendre le risque, il est où, le degré de risque qu'on est prêt à achever, avoir différents portefeuilles, portefeuille 1, 2, 3, 4. Donc prendre les capitaux que vous avez, diviser ça en différents portefeuilles avec différentes stratégies, différents horizons de temps, pas mal d'éléments comme ça. Différents thèmes et tout ça. Ou faire pas mal de combinaisons. Moi, c'est ce que j'ai fait.
OK? Et ça, c'est un point. Donc maintenant, vous voyez qu'on se dit, est-ce que la récession a été évitée? Mais l'histoire nous en dit autrement. Ça, c'est de Business Insider et il parle des points que l'on avait mis en avant en 2019. Lorsqu'on regardait nos indicateurs qui nous indiquaient une baisse. Et un des points clés, c'est quoi? On parle beaucoup de la mauvaise nouvelle. D'abord, ils ont dit les bonnes nouvelles. Donc, l'économie se maintient résiliente, le taux de chômage est toujours super bas, le secteur des services est toujours super haussier, du moins en territoire d'expansion. Mais la mauvaise nouvelle, c'est le soft landing talk, c'est de ce qui est discuté actuellement. Donc là, sur Bloomberg et tout ça. Et comme on le voit ici, donc là, les analystes nous disent, tiens, il se peut qu'il y ait une récession, oui ou non, mais ça va être quelque chose de soft. En gros, c'est quoi? Un atterrissage en douceur. Mais réellement, l'avenir, pas l'avenir, l'histoire nous dit, attention à cela. Des points clés, comme je l'expliquais, ce sont les trésoreries. Donc les yields, donc le taux de rendement de la note à 2 ans et celle de 10 ans, ce sont des proxys des politiques monétaires de la Fed. Rappelez-vous que la Fed se réunit, 8 fois par an, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ce sont les fameux FOMC, ce sont les fameux Federal Open Market Committee. Nous, on suit ça de manière religieuse, plus les minutes. Les minutes, c'est publié 3 semaines après, et c'est une retranscription de tout ce qui était commenté en interne, donc tout ce qui a mené à leur prise de décision. Et donc là, c'est là que la Fed dit ce qu'elle va faire, et avec les marchés anticipent cela. Mais en fonction de la dynamique, au quotidien, nous avons des proxys des politiques monétaires de la Fed, et c'est quoi? Ce sont les taux d'intérêt. Les notes de référence sont celles de 2 ans et celles de 10 ans. Donc, dès qu'on sent que les taux d'intérêt pourraient monter, vous allez voir la note de la note à 2 ans et 10 ans qui bouge à la hausse. Si elle monte, c'est négatif pour les marchés. Si vous avez la volatilité qui monte aussi, donc l'indicateur VIX, associé à un sentiment négatif, le dollar qui monte, ça nous marque une phase risk-off, c'est négatif pour les marchés. Et lorsque c'est positif, les yields baissent. Volatilité peut monter ou baisser, mais il faut toujours l'associer au sentiment. Dollar qui baisse, qui nous marque une phase risk-on, c'est bon pour les marchés. Et ça, c'est ce que nous voyons au quotidien. Et évidemment, ça réagit lorsqu'il y a d'autres données qui sont publiées. Taux de chômage, confiance du consommateur, confiance et optimisme des small business, PMI de services, PMI manufacturier et d'autres éléments comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire au quotidien. Il y a beaucoup de choses que vous devez dominer, être ultra focus et déterminé, organisé et discipliné à suivre les marchés de cette manière. Et ça vous permet d'anticiper. Et lorsque vous anticipez, vous pouvez ajuster. Okay? Donc, on ne s'investit pas à la John Wayne. Ici, nous faisons les choses bien. Évidemment, il y a pas mal de risques. Année d'élection, cette année-ci. Donc là, vous voyez qu'il souligne d'autres news. Donc, année d'élection. Risque qu'il y ait une fermeture du gouvernement américain. Donc, c'est une fermeture du gouvernement américain, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Donc, pas d'argent pour payer leurs obligations. Lorsque le gouvernement américain, il se finance à 2 ans, à 10 ans, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des obligations. Et donc, s'il y a un défaut de paiement, clairement, c'est négatif, vu que c'est, entre parenthèses, c'est dit être l'actif le plus sûr du monde. C'est la dette américaine. S'il y a un défaut de paiement et que le gouvernement n'est pas opérationnel, il y aura un défaut de paiement, ça c'est négatif. Plus tous les différents foyers de conflits que nous avons dans le monde. Et d'un autre côté, donc, on voit ici Ukraine, Russie et d'autres endroits au Moyen-Orient et tout ça, c'est pas top. Récemment, ce qui se passe en mer Rouge, Yémen, tous ces trucs-là, c'est pas top. Et aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a ici? Credit card delinquencies. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'inflation qui est super haute. Peut-être qu'elle est en train de baisser, mais maintenant, le consommateur ressent cette pression jusqu'aujourd'hui. Et clairement, il a de moins en moins de fonds à sa disponibilité. Et d'un autre côté, il y a quoi? Il y a aussi le taux de chômage qui peut être stimulé à la hausse. Pas mal d'entités vont commencer à limoger du personnel. Ce personnel, c'est un consommateur. Si son consommateur ne consomme pas, il va être en défaut de paiement de carte de crédit, paiement de prêt hypothécaire et d'autres éléments, et il va moins consommer des biens et des services. Et maintenant, vous avez vu que les entités qui sont listées publiquement, elles réagissent vis-à-vis de leurs futurs revenus. Mais le revenu, ça vient d'où? Ça vient de la consommation du consommateur. Donc, vous voyez comment la boucle est bouclée. Il est très important de suivre tout cela, et tout cela, nous avons des indicateurs. Et la Fed elle-même suit cela. Et en fonction de cela, elle ajuste ses politiques monétaires. Et vous voyez comment les actifs réagissent. Donc, vous voyez qu'on doit être ultra au taquet. Donc, vous avez compris que pour faire des gros coups, ou tout simplement générer des rendements, on ne fait pas ça au hasard. Il vous faut un système, un processus systématique, savoir de quoi vous parlez, savoir dans quoi vous investissez, dans quoi vous êtes exposé, et gérer cela comme un chef. Ok? Donc voilà. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, savoir clairement comment on fait tout cela, rentrer en contact avec moi, il ne faut pas le faire à travers YouTube. Vous voyez que j'interviens sur YouTube une fois toutes les 3 lunes, je ne suis pas là. Moi, je suis au gestion.com. Vous pouvez envoyer un message. Vous avez une adresse email. Il y a un formulaire de contact et on reviendra vers vous très rapidement. Mon focus, moi, il est dans le business et c'est ce que je fais au quotidien. Donc là, pour être sûr que je réponds en temps et en heure, donc là, quelque chose d'acceptable et très rapide, ça se fait à partir du jessitume.com. Ok? Donc là, voilà, comme ça, vous pouvez voir exactement ce qui est fait.
où me trouver, ce que nous faisons, etc., ce que nous proposons, et tout ce que vous avez vu là, nous suivons cela au quotidien. Donc, il y a différents services. On a les sessions d'orientation, on a le consulting, ce sont deux choses différentes. Orientation, c'est questions-réponses. Et consulting, c'est là qu'on fait des travaux, comme vous l'avez vu, aider à la conception de vos portefeuilles, génération d'idées, pas mal d'éléments comme ça. Vous voyez les formulaires de contact. Et bien, moi, au quotidien, nous publions les fameux Pro Markets directement à partir du site jetitume.com. Ça, c'est pour des souscriptions annuelles. Et à partir de Patreon, c'est pour des souscriptions mensuelles. Donc là, vous venez, vous prenez un mois, vous voulez arrêter, après vous arrêtez. Et durant un mois, vous avez accès à tout ce que nous publions. Donc là, les différents rapports que vous avez eu là, ils sont tous disponibles dans nos archives. Et on a pas mal de galeries d'archives où on a bien, comment dirais-je, segmenté ces éléments. Vous avez de l'éducation, des rapports d'archives qui vont vous servir d'éducation aussi pour voir comment c'est fait, voir comment vous aussi, vous pouvez mettre sur pied vos propres rapports. Comme ça, vous allez savoir exactement quelles sont les questions qu'il faut se poser. Donc, vous avez vu un exemple avec Silvergate. Et vous avez vu durant le temps où l'entité est en train de cartonner, c'est là où nous voulons intervenir et être exposés à l'entité. Donc là aussi, si vous voulez voir mon CV, ce que j'ai fait exactement, les certifications que j'ai, est-ce que je sais de quoi je parle, là, vous pouvez le voir là. Tout est documenté, vous avez des liens qui vont vous renvoyer vers les différentes institutions et tous ces trucs-là. Donc là, c'est disponible. Et bien moi, voilà, le segment privé pour nos insiders, c'est ça. On a les sessions au quotidien, l'éducation pro market, les archives farm, trading de market, c'est quelque chose de nouveau que j'ai lancé cette année-ci. Vous avez des data, donc feuilles de calcul, pas mal d'éléments comme ça, ce que vous avez vu, c'est disponible aussi. Et nos rapports crypto markets qu'on a publié l'année 2023, on les a rajoutés. Donc là, tous les rapports qui ont été faits. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à étudier. Donc voilà. Et là, en gros, là, moi, j'ai fait le Robin des Bois. Donc j'ai été volé, si vous voulez, l'Intel des 1% et je l'ai ramené au mass ici sur YouTube. Enfin, c'est disponible pour tout le monde. Et ceux qui veulent, ils viennent. Mais vous voyez qu'il nous faut des personnes qui soient ultra motivées. Du moins, vous, si vous êtes ultra motivé à faire le travail, voilà, vous allez avoir des ressources qui vont vous permettre de vous aider à faire le travail qu'il y a à faire. Rappelez-vous, être indépendant et autonome, à vous-même générer vos propres idées et vous-même pouvoir gérer vos portefeuilles. On vous donne ici tous les outils, où vous pouvez trouver ces outils et comment les utiliser, c'est l'élément le plus important. Comment avoir l'intel nécessaire pour brainstormer comme on le fait là au quotidien. Okay, donc n'oubliez pas, si vous voulez rentrer en contact, vous avez jetitume.com que vous voyez à l'écran et il y a différents canaux pour rentrer en contact avec moi et je reviendrai vers vous de manière très rapide. Okay, donc voilà, c'est tout pour moi. Un grand merci à vous tous. Focus, bon visionnage. Pour mes insiders, je leur dis rendez-vous au sein de jetitume.com. Pour tous les autres, rendez-vous à la prochaine sur YouTube. Merci à vous tous, ciao et bon visionnage.